إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا Mohammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Donc, pour petit rappel, Inch'Allah, des lives. Bon, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Mais le principe des lives, c'est de prendre un peu les différents profils qui sont à la base pareils, puisque c'est des nouveaux musulmans, des convertis à l'islam. Et Inch'Allah, on essaie de prendre différents profils qui pourraient intéresser les frères et les sœurs musulmans qui sont pas musulmans de naissance, justement. Donc, alhamdoulilah, on t'avait déjà eu sur un live par rapport au fait que, par rapport à ton profil d'ancien chrétien. Mhm. Exact. Donc, alhamdoulilah, t'as jumelé avec un autre profil, c'est que, alhamdoulilah, t'as fait la hijra. Donc, on va pas dire dans Alhamdulillah. quel pays pour l'instant, mais alhamdoulilah, t'es parti en terre d'islam. Donc, si tu peux juste faire une petite présentation, sachant que, alhamdoulilah, le live qu'on avait fait, il est présent sur la chaîne YouTube. Sur Ouais. la chaîne YouTube de l'association Siratona. Donc, vous tapez Siratona sur YouTube, vous allez trouver tout de suite, Inch'Allah. Donc, juste, Mhm. tu peux, juste une petite présentation pour ceux qui sont pas vus encore de live. Ok. Donc, je m'appelle Bilal, anciennement Thomas, ou Thomas ou Bilal. Ouais, au final, pas grand-chose qui change. Qu'est-ce que je pourrais te dire en étant très court? T'as quel âge? Marié, bientôt 27 ans, Inch'Allah, marié, 2 enfants, bientôt 3, Inch'Allah. Voilà, je me suis converti, je sais plus exactement l'année, mais j'avais 20 ans. Si j'ai pas bêtise, je pense que c'était en 2018 ou quelque chose comme ça. Je suis pas très bon, moi, avec les dates, subhanallah. Il me semble que c'était en 2018, donc voilà, j'avais 20 ans à peu près. C'est difficile de faire court, subhanallah. C'est difficile Voilà, de faire. alhamdoulilah. Après, vraiment, de toute façon, la vie que t'avais et tout ça, tout y a été expliqué dans le live Ouais, précédent qu'on avait fait. Donc, alhamdoulilah. Donc, je pense qu'on peut rentrer directement dans le sujet, tu vois. ouais. On s'est Sachant un arrêté au peu le mariage, une fois, je sujet. crois. Ouais, même pas, ouais, vite fait le mariage. Mais Hmm. de toute façon, ça, là, on va direct bifurquer sur la hijra, en réalité, sur le voyage, etc. Ouais, ouais. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et, Ouais, c'est ça. donc, justement, avant ta conversion, est-ce Hmm. que toi, les voyages à l'étranger, c'était quelque chose est-ce que tu avais déjà cette fibre du voyage, tu vois? Ou alors vraiment pas du tout, Ouais, si, et toi, comme subhanallah. ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais cette fibre-là. Et subhanallah, même avant de me convertir, d'être musulman, j'avais toujours ce truc. Moi, et subhanallah, même mes cousins, mes cousines, etc., personne ne voulait rester en France, subhanallah. On voulait tous essayer d'avancer un peu dans les études pour essayer d'avoir entre guillemets, faire les causes, pour pouvoir partir dans un autre pays, tu vois. Notamment nous, on était dans le nord, du coup, dans un pays où il fait un peu plus chaud. À la base, c'est que pour ça. Vivre dans un pays où il fait un peu plus chaud. Et ouais, j'ai toujours aimé les voyages. J'ai pas forcément les moyens. J'ai pas forcément les moyens, mais quand j'ai eu les opportunités, je l'ai fait. Je pense notamment j'ai fait un Erasmus. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Erasmus, c'est un programme qui est fait dans les lycées et les enseignements supérieurs où on va t'envoyer dans un pays, travailler dans une société pendant quelques mois pour que bah voilà tu t'habitues avec la langue, etc. À l'époque, ma deuxième langue c'était l'anglais. Bon, j'ai perdu pas mal depuis, mais à l'époque, je parlais bien, alhamdoulilah, et j'étais parti à Malte. J'étais parti à Malte pendant 3 mois, un peu plus de 3 mois si je dis pas de bêtises. Et ouais, franchement, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup. J'avais pas de mal à voyager tout seul. Donc ouais, même avant, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai toujours eu envie de un peu découvrir ce qu'il y avait en dehors de la France. En dehors de la France. Donc ouais, pour répondre à ta question, ouais, franchement, ouais, c'était En vraiment fait, quelque chose qui me plaisait. t'as toujours pensé à partir, en fait, en réalité. C'était pas Ouais, quelque chose de ponctuel. c'est vrai. Déjà à la base, oui. Mais bon, après, tu vois, il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent partir. T'entends beaucoup ça chez les Français, pas forcément les musulmans, tu vois. T'entends beaucoup ça. J'ai envie de partir, aller au soleil, etc. Mais au final, c'est un tout petit nombre de personnes qui concrétisent ça. Donc, peut-être qu'au final, je parlais beaucoup et que j'aurais jamais bougé. Mais en tout cas, j'y pensais, tu vois. Je voulais faire ça plus tard. Pour moi, c'était très loin, hein. Que je disais plus tard, c'était peut-être à la trentaine, quarantaine. Mais je me disais, voilà, j'ai pas forcément envie de rester ici tout le temps. On était dans le nord de la France, il fait très froid, il fait très gris tout le temps. Psychologiquement, c'est pas évident à tenir, tu vois. Les briques rouges, tu vois, c'est vraiment un contexte un contexte qui est spécial. Et voilà, je voulais voir d'autres choses et notamment voir quelque chose de plus, tu vois, un peu plus de soleil, un peu plus de couleurs, tu vois. Des gens un peu plus chaleureux, accueillants. Tu vois, c'est pas forcément ce qu'on retrouvait dans le Nord. Et justement, par rapport à ta conversion, donc,
Alhamdoulilah, quand tu t'es converti, tu avais toujours cette idée-là de partir. Est-ce que ça a changé l'idée? Tu t'es dit, bon, maintenant que je suis musulman, moi, je vais pas, mon premier critère, ça va plus être le soleil, ça va être une terre où où il y a des musulmans. Tu Bah, au début, à la conversion, non. T'as tellement, comme les gens ils pourront voir la première vidéo, t'as tellement de problèmes que tu penses pas du tout à te dire je vais m'expatrier, etc. T'as tellement de soucis à régler sur le moment, tu vois. En plus, ça a duré pas mal de temps, comme on l'avait expliqué. Du coup, sur le moment, non, pas du tout. Sur le moment, pas du tout, parce que voilà, il y avait les problèmes de famille, j'étais vraiment pas bien psychologiquement. Ça avait même un impact sur mon physique, comme on l'avait vu dans la vidéo et tout. Ça me rendait malade, subhanallah. Donc, j'y pensais pas forcément. Après, avec le temps, quand ça a commencé à se calmer, ouais, là, j'ai commencé à y réfléchir. J'ai commencé à y réfléchir. Tout d'abord, au tout début, c'était pas forcément en termes de hijra, c'était plus pour aller étudier à Médine. Je voulais partir pour étudier à Médine, ou en Égypte, peu importe. La problématique, c'était dans le contexte dans lequel j'étais avec mes parents, c'était très compliqué de leur dire, bah voilà, je pars. Je pars et je vais aller dans un autre pays musulman. Ça aurait été très compliqué. Ça aurait pu même passer pour quelque chose, tu vois, un peu vois, tout ce qui est extrémiste. extrémisme, terrorisme, etc. Du coup, j'avais beaucoup de mal à faire ça. C'était peut-être une faiblesse de ma part, mais j'avais du mal. Et c'est pour ça que il y a différentes raisons qui ont fait que j'ai cherché à me marier. Mais parmi les raisons les plus importantes, c'était le fait que il y a une devise chez moi, ça a toujours été quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu veux. Quand tu seras marié, tu feras ce que tu veux. Quand tu seras plus à la maison, tu feras ce que tu veux. Et du coup, je me suis dit, ben, le mariage, au-delà de tous les bienfaits qu'il y avait derrière, pour moi, dans mon cas à moi, c'était un peu une chose qui aurait pu me permettre de m'émanciper du foyer de mes parents. Et Ouais. pour le coup, là, en étant marié, je sais qu'en disant, bah voilà, je vais aller vivre à l'étranger avec ma famille, ça allait, il y aurait beaucoup moins de questions, beaucoup moins de problématiques. Et c'est pour ça qu'après, je me suis marié. Donc, comme je t'ai dit, pas forcément que pour ça. Il y avait toutes les raisons qu'on connaît au mariage et les bienfaits qu'on peut y trouver dedans. Mais pour moi, dans ma situation, il y avait aussi le fait où je me disais, bah voilà, je sais que quand je serai marié, je pourrais faire entre guillemets ce que je veux. Donc, en fait, là, c'est bon. En réalité, là, psychologiquement, toi, ton voyage, entre guillemets, à la base, maintenant, ça y est, ça s'appelle une hijra et tu es conscient que dans ta tête, voilà, ça y est, maintenant, tu veux, ton but, c'est en réalité de partir pour la religion. Ce que tu dis que Pas encore, t'as pas encore, pas du tout. pas Que là, encore, parce que mais au moins tes choix, entre guillemets, ils sont guidés par ça, parce que tu dis que tu voulais aller à Médine, etc. Tu vois, bien sûr. t'hésitais pas entre Médine et les Bahamas, on va dire, tu vois. Ouais, non, pas, non, pas du tout. Non, mais cette affaire-là, c'est vrai que j'ai pensé quand même au mariage parce que ça a été, il y a eu une discussion et tout à la Montabala justement avec mon épouse. Et si maintenant que tu me dis oui, j'avais pas encore d'idée de quel pays, voilà, c'est ça. J'avais pas encore une idée d'un pays. Moi, dans ma tête, j'étais beaucoup plus attiré par Médine en essayant d'y rentrer par le biais d'un visa étudiant, d'y rentrer en tant qu'étudiant. Je savais que c'était possible de ramener les épouses, etc. Même si, bon, voilà, c'est compliqué. Mais c'était à la base le projet. Voilà, le projet à la base, c'était ça. Quand j'en ai parlé avec mon épouse le jour de la Montrabala, il n'y a pas forcément de pays défini. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était ça. C'était bon, voilà, faut que je parte. Voilà, tu vois, après tu chemines, tu vois. Il y a quelques années qui se sont passées entre ma conversion et mon mariage. Donc voilà, tu commences à essayer d'avancer dans ta religion, tu commences à lire plusieurs livres, tu commences à écouter des dolos, tu commences à parler avec des frères. Donc tu vois, le mot hijra qui m'était inconnu, bah, il commence à m'être familier. On en discute avec des frères, voilà, comme je t'ai dit, les dolos, etc. Et je commence à être vraiment convaincu que, voilà, tu peux pas rester. Voilà, t'es dans un pays, dans ce contexte-là, dans le pays, dans le contexte qu'on connaît à la France, tu peux pas rester, tu vois. C'est obligatoire pour toi que tu pars. Moi, pour moi, je l'avais ressenti comme ça, je l'avais compris comme ça, et c'était voilà pour moi une obligation. Donc, qui dit obligation dit forcément, ben, à partir de maintenant où tu as pris conscience de cette obligation, et ben tu te dois de faire au moins les causes pour aller vers cette obéissance-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, justement, tu parlais par rapport au mariage, parce que, subhanallah, ça aussi, c'est souvent une erreur que les gens, ils font par rapport au mariage et tout ça. Ils ont des projets, mais ils le disent pas à la muqabala, tu vois. Donc en fait, Ouais, la sœur ou le frère, bah eux, ils se cantonnent à ce qu'on lui a dit. Et une fois que le frère, il se marie avec la sœur, etc., il lui dit, écoute, moi, mon projet, c'est de partir dans 5 ans, mais elle voulait pas partir. Et c'est que ouais. ça fait des problèmes, tu vois. Donc c'est pour ça que ça aussi, comme tu l'as dit, je pense que c'est important de, même si c'est un projet, tu sais pas encore quand tu vas partir, mais à partir du moment où tu es sûr dans ta tête que tu vas tout faire pour le faire, il faut absolument en parler, tu vois. Ah, t'es obligé parce que si tu le dis pas, même si ça se fait dans 5 ans et que t'as pas prévenu la personne,
Peut-être que la personne, elle, Aslan, elle voulait pas du tout partir, tu vois, c'est impossible. Par rapport Ouais, aux ouais. parents, peu importe la raison, tu vois. Donc là, ça peut créer des gros problèmes. Donc moi, franchement, alhamdoulilah, j'ai toujours été transparent, même à la Montrabala et tout. J'ai vraiment essayé de... J'en ai même fait plusieurs, pour te dire. J'en ai fait qu'une seule, c'était avec mon épouse, mais plusieurs avec mon épouse. La première, où, voilà, on a évoqué les gros points. La deuxième, pour vraiment, entre guillemets, voilà, t'as bien compris ce que je cherchais, t'as bien compris ce que je voulais, t'as bien compris mes objectifs. Ah, d'après la troisième, c'était plus pour les préparatifs. Ah, ok, ouais. Et ça a été, est-ce que ça a été bien pris? T'as dû faire des négociations? Ça a été bien pris? Parce que toi, t'as dit clairement, voilà, moi, je veux partir vivre dans un pays musulman. Ouais. Ouais, sur le coup, ça passe parce que, tu vois, maintenant, dans une époque des réseaux sociaux, t'as Instagram, etc. Et il y a un peu un fantasme autour du fait de je vais m'expatrier, je vais aller vivre sous les cocotiers, tu vois ce que je veux dire? Donc, généralement, une personne, quand tu lui parles de ça, du moins dans ma génération, c'est toujours un, même si la personne elle n'avait pas pensé, elle se dit, ah ouais, franchement, ça serait bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas forcément de, elle n'était pas réfractaire, et au final, elle a compris ce que je cherchais, etc. Donc, non, franchement, ça n'a pas été compliqué, alhamdoulilah. Ça n'a pas été compliqué. Après, c'était plus au niveau de la destination, on va en dire après. C'est plus au niveau de la destination parce que bah voilà, quand tu cherches pas comme caractéristique du pays où tu veux aller vivre, qui soit musulman, t'as du choix, t'as beaucoup de choix. Et il y a des destinations qui sont vraiment belles entre guillemets où voilà le climat il est bien, etc. Quand tu cherches comme caractéristique que le pays dans lequel tu vas aller il est musulman, directement c'est beaucoup plus restreint en termes de choix. Et justement, t'avais déjà un pays en tête ou pas, toi, dans ton projet, là, Comme d'origine? je t'ai dit au début, c'était l'Arabie. Mais je savais que voilà, c'était pas forcément entre mes mains, dans le sens où bah voilà, j'avais déjà envoyé un dossier une première fois, et il faut que t'attendes. Donc des fois, et ça peut répondre au bout de plusieurs mois, des fois tu vas avoir ta réponse au bout de plusieurs années. Donc je savais que je voulais pas jouer entre guillemets ce coup de poker là, attendre une réponse en me disant non mais quand il y aura la réponse je vais partir, parce que peut-être que ça aurait pris plusieurs années. Du coup, comme je t'ai dit, comme moi j'étais convaincu de cette obligation là, qu'il fallait absolument que je parte et que c'était pas possible de vivre dans ce pays là quand tu veux vivre pleinement ta religion. Quand on dit vivre pleinement ta religion, tu vois, on parle de salat, on parle de ta famille, comment tu vas les éduquer, tes enfants, ton épouse, dans quel contexte elle va vivre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, comme je savais que ça pouvait prendre du temps avec l'Arabie, je me suis dit, bah, je vais partir dans un autre pays en attendant. Et si jamais, Inch'Allah, j'ai une réponse de l'Arabie, ben, on avisera à ce moment-là. Mais pour l'instant, le plus important, c'est pas forcément le talab al-ilm, l'étude de la science, c'est vraiment de partir. C'est le plus important, c'est ça, à l'instant T. Du coup, j'avais comme idée d'aller en Égypte. Je me suis dit, bah, c'est très bien, je vais aller là-bas, comme ça, je vais prendre quand même un bagage en langue arabe, et ça va m'aider comme ça si j'ai une opportunité de partir en Arabie par la suite. Mais ça a été plus compliqué que ça au final. Vas-y, raconte-nous comment t'as fait déjà pour, tu t'es dit, bon, c'est bon, dans ta tête, c'est l'Égypte. C'est quoi, là, Ouais. les premières choses que tu fais? Tu contactes des frères là-bas, Ouais, les premières choses que je fais déjà, c'est que je regarde beaucoup de témoignages. Donc il y a eu des pays avant l'Égypte, mais vraiment le plus concret, c'était l'Égypte. Quand j'ai discuté avec mon épouse, on avait pensé à la Malaisie, tu vois, tous ces pays-là. Mais c'est des pays où, tu vois, c'est très loin, les billets d'avion ils sont très chers. Si tu veux revenir en France, c'est compliqué, tu vois, ça coûte très cher, etc. Et comme moi en France, à partir du moment où je me suis converti, j'ai essayé d'entreprendre quelques études, etc. Tu sais, au niveau du travail, des études, c'est compliqué en France. Ce qui fait que j'ai été très limité et tu te retrouves vite face à un choix, tu te dis bon, c'est soit je vais travailler dans une entreprise, etc., mais je vais galérer comme pas possible, ou soit ben j'essaie de faire un truc moi-même, j'essaie de me mettre en indépendant, mais bon, c'est beaucoup plus difficile. Et mais au moins je suis tranquille avec mes salawats, avec mes prières, etc. Du coup, c'est ce que j'avais fait. Et et du coup voilà, du coup comme j'avais pas de travail, tu vois, la Malaisie, c'est un pays voilà, ça coûte cher pour y aller, le niveau de vie aussi il est plus cher, ce qui fait que c'était pas forcément le meilleur choix. J'ai pensé à la Mauritanie aussi, mais tu sais pour les femmes c'est compliqué, tu vois. T'as vécu en France pendant longtemps, la Mauritanie c'est faut être ouais, accroché, tu vois, faut être c'est bien rude. accroché. C'est rude. Ouais, c'est rude, c'est rude, c'est rude. Surtout les endroits où il y a la science, les endroits où il y a la science, tu vois, souvent c'est reculé dans le désert, etc. Faut être. Et franchement, je te dis la vérité, même moi, je pense pas que j'étais prêt à ce moment-là pour partir justement là-bas. Ce qui fait qu'au final, je me suis plus redirigé vers l'Égypte. Donc, je commence à regarder, tu vois, comme tout le monde, beaucoup de témoignages, etc. J'ai pas forcément de contact, mais j'avais dans l'idée, donc voilà, à force de regarder les rappels, de discuter avec les frères, etc., qu'il fallait faire un repérage. Tu vois. C'était important, tu vois, tu peux pas aller là-bas. Si t'es tout seul, à la limite, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, tu peux te permettre de faire ces choses-là. Mais quand t'es marié et que moi j'attendais une petite fille à ce moment-là aussi,
Tu peux pas, donc je pars faire mon repérage. Je pars faire mon repérage et ce repérage-là, je le fais avec mon épouse. Je le fais avec mon épouse. Au début, on voulait, donc j'enchaîne direct sur comment ça s'est passé quand je suis parti, Ah, oui. etc. Je suis parti d'abord à Alexandrie parce qu'il y avait un Malkès qui m'intéressait là-bas. J'ai oublié le nom du shir. Ça fait longtemps, subhanallah. J'ai oublié le nom du shir. Il y avait un Malkès à Alexandrie. Sûrement, dans les gens qui écoutent et tout, ils doivent se rappeler. Là, il était plus ouvert. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai appris qu'il était plus ouvert. Donc, premier coup de massue, tu vois. Donc, déjà, t'arrives là-bas. Et je suis arrivé, subhanallah, c'était un choc aussi parce que je suis arrivé en Égypte. Je suis allé à Alexandrie. Je suis arrivé la nuit. Et t'arrives et la conduite là-bas, ça va dans tous les sens. Et à la limite, ça Elle est passe. énorme, hein, cette ville. Elle est énorme, la ville. Elle est énorme. Et ce qui m'avait étonné, subhanallah, c'est que quand j'étais sur la route, tu sais, donc toi, t'as les yeux comme ça, t'es dans un pays musulman, tu regardes, tu vois, tu sais, et j'avais vu beaucoup tu sais, de mahal, avec, tu sais, avec la chicha, etc. Non, c'était pas chez Arafat. C'était pas chez Arafat, c'était un autre. Je voyais beaucoup tu vois, d'endroits où il y avait de la chicha, etc. Et j'étais un peu étonné, il me semblait que j'avais vu de l'alcool et tout, donc, ah, voilà, c'est ça. Cheikh Talhat ou Talahat, je sais plus exactement. Ouais, c'est celui-là. C'était ce cheikh-là, machallah. Et ça m'avait marqué un peu, tu vois. En plus, à l'époque, comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai pris le Airbnb le moins, le moins cher de la ville. Donc, tu doutes que je suis arrivé dans quelque chose, je suis arrivé dans un quartier et tout, c'était n'importe quoi. C'était un quartier qui craignait beaucoup, etc. El Mohim, ça, tu as vu qu'au début, quand t'es vraiment motivé, ça, tu dis c'est pas grave, on va regarder, on va y faire un tour, on va voir vraiment comment c'est, on va pas forcément faire un avis sur ces quelques Ah, minutes là qu'on a passé dans le taxi, etc. Donc j'arrive là-bas, j'arrive à l'endroit que j'ai loué, je dors là-bas et tout. Et en fait, je me rends compte que le Marquez, il n'existe plus, il a fermé. Subhanallah, il avait fermé. Et je me rappelle, mon épouse, ce qu'elle a, elle pleurait et tout, elle était dégoûtée parce que bah tu vois, on s'était fait un peu ah, ça on y avait est. idéalisé le truc, tu vois, il y a un Merquet, tu vois, tu pourras aller, moi je pourrais aller, on pourra étudier, on pourra ceci. Et il a été fermé et sur le coup, j'ai eu subhanallah, Allah, il a mis dans mon cœur de la motivation comme jamais. Et je voyais mon épouse comme ça, abattue, et je lui dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Je lui dis, on a payé là pour une semaine. Bah, tu sais quoi, c'est pas grave, demain on part. On va aller au Caire. De toute façon, on est ici. Et je vais pas rentrer en France en me disant, ouais, mais peut-être que si j'avais été au Caire, j'aurais pu trouver des choses et tout. Donc, comme je savais aussi qu'il y avait pas mal de choses au Caire, je lui dis, bah, tu sais quoi, demain, je préviens le propriétaire là où on a loué, je le préviens. Demain, on prend je sais plus c'était quoi, oui, un site de taxi. Et je dis, demain, on va au Caire. Je prends une location là-bas. Demain, on va au Caire. Comme ça, demain, on va aussi, on va regarder dans le Caire, tu vois ce qu'il y a. Et je savais il y avait encore des choses au Caire, tu vois. Il y a même encore maintenant, tu vois, mais que, contrairement à ce qu'on avait pu trouver à Alexandrie, qu'il y avait des marakis qui étaient ouverts, tu vois, des centres où tu pouvais apprendre, etc. Du coup, on est parti au Caire. Et là, j'ai pris le numéro de quelqu'un, par contre. J'avais pris le numéro sur un site, El Bounian, si je dis pas de bêtises. C'est un ancien site, c'est un vieux site où il y avait beaucoup de témoignages de personnes qui avaient fait la hijra. Et je sais plus comment je fais. Tu sais, c'est des trucs comme ça, c'est des trucs à l'arrache un peu. C'était le soir. Ouais. J'ai dit, bah vas-y, le lendemain on part. Du coup, le soir, je suis en train de chercher sur le site, je prends un contact dans le site. J'arrive à trouver un administrateur. Subhanallah, il me répond vite. Il me dit, tiens, le numéro de quelqu'un qui est là-bas. Et je prends un hôtel là-bas. Le lendemain matin, je pars avec le taxi. Donc, tu vois, il y a quand même il y a une grande distance qui sépare le Caire et Alexandrie. Je prends le taxi, j'arrive là-bas, l'hôtel franchement très bien. J'étais à Rehab, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui sont en Égypte, qui connaissent un petit peu, c'est les quartiers, c'est un peu plus loin de là où il y a les Marrakech, mais c'est plus chic entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Tu vois. J'arrive là-bas, ça se passe bien, je rentre en contact avec le frère qu'Allah le récompense, tu vois, et franchement, il a été vraiment à l'écoute, et il a compris que j'étais entre guillemets dans une urgence, que je venais, et que j'avais peu de jours pour essayer de voir un peu s'il y avait possibilité de faire là-bas. Du coup, il était très à l'écoute. Il m'a dit, bah, demain, tu viens, tu prends ton taxi, tu me rejoins là-bas et on passe un moment ensemble, on discute, etc. Et je t'explique un peu comment ça se passe. Donc, le frère, je le vois le lendemain et tout. Franchement, le frère, machin, là, super chat, tu sais, il m'a vraiment bien accueilli. On est parti manger, souriant, truc. Franchement, je garde une bonne image du frère, machin. Et on discute et il m'explique. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, donc c'était après tous les problèmes qu'il y avait eu avec, tu vois, le changement de gouverneur, etc. Il y avait pas mal de problèmes à ce moment-là, c'était après. Et il m'explique que ça reste quand même, c'est pas hyper stable, dans le sens où bah voilà, il y en a du jour au lendemain, ils se retrouvent
à être envoyé en France, à être viré, on leur renouvelle pas les visas, etc. Donc, moi, je me dis tout seul, à la limite, c'est pas un Ouais, problème. Moi, je peux partir entre guillemets en clandestin ou en aventurier, c'est pas grave, ça me concerne que moi. Là, j'ai une femme, je vais avoir un bébé, je commence à peser le pour et le contre et je me dis, tu vois, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Tu vois, on me raconte des histoires. Bon, après, il faut pas prendre ça de manière générale. C'est pas tout le monde qui se fait virer ouais, c'est d'Égypte sûr. ou qui finit en prison. Moi, j'en ai connu un que j'ai rencontré après plus tard au Maroc qui lui avait fait de la prison pour aucune raison, tu vois. Il était là-bas, il était prof, il avait un visa, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait un travail là-bas et au final, sur un mauvais soupçon et tout, il a fini en prison. Donc, c'est ces choses-là, après, tu vois, quand j'ai vraiment réfléchi, quand après je suis re-rentré, bon, je vais pas forcément, ça va durer trop longtemps sinon te raconter tout ce que j'ai fait là-bas, les visites, etc. Ouais, J'ai fait le plus important, les marakis de langue arabe, etc. Ce qui m'intéressait, en fait. Les loyers, les ceci, les cela. Bon, l'Égypte, c'est pas hyper cher, donc c'est pas forcément un problème. Même si j'avais pas de travail à l'époque. Et, euh, et en rentrant en France, on discute avec mon épouse et je dis franchement, j'ai pas envie de prendre ce risque-là, tu vois, avec vous. J'ai pas envie de prendre ce risque-là et que même si ça arrive pas à tout le monde et que même ouais, au contraire c'est plus une minorité qu'une majorité, tu vois, moi mon cœur il est pas apaisé et j'ai pas envie d'aller étudier en me disant ouais du jour au lendemain je peux me faire attraper à la sortie d'une mosquée par les autorités, ils me disent ouais donne-moi ton passeport, truc ceci cela, sachant qu'en plus avec les passeports français ils sont beaucoup plus stricts qu'avec les autres nationalités. Ça pareil je l'ai appris par la suite par d'autres frères qui avaient deux passeports et qui en fait ils utilisaient leur passeport marocain pour être là-bas et qu'ils avaient pas ces soucis-là que les Français ils avaient forcément. Ah, le frère, il est sorti, alhamdoulilah. Qu'Allah libère le frère, alhamdoulilah, il est sorti, il est en bonne santé. Il a passé juste, je pense, un mois, très mauvaise expérience, très compliqué les prisons en Égypte. Mais alhamdoulilah, là, il est sorti, alhamdoulilah, là, il va bien, etc. Et tout. Alhamdoulilah, pas de problème. Et du coup, bah voilà, je suis confronté à cette chose-là où je reviens à zéro. Et je dis, bah voilà, il faut trouver un autre endroit. Et subhanallah, ma femme me parle du Maroc, parce que ma femme est marocaine. Donc au final, ça aurait dû être le choix le plus logique. Et ouais, en vérité, maintenant, c'est le choix que je conseillerais aux gens. Si vous avez une attache dans un des deux, dans le couple qui a une attache à un pays musulman, une nationalité, c'est le plus facile, c'est de faire ça. Le ouais, plus bien facile sûr. en termes d'administration, en termes de, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'étais pas motivé, je sais pas, j'avais une mauvaise image du Maroc, tu vois. Pour moi, dans ma tête, on en reviendra après, voilà, en termes d'études, il y a rien. Pour moi, le Maroc, c'est juste un pays soufi, tu vois, Aqida Ash'arira, avec une croyance qui diffère des gens de la Sunna, etc. Donc, j'étais pas à l'aise, tu vois. J'étais pas à l'aise, sachant que j'avais aussi un but de partir, mais je me suis dit, franchement, si je peux joindre le fait de quitter la France, de faire ma hijra et de pouvoir étudier en même temps, Ouais, bien sûr. franchement, ce serait magnifique, tu vois. Et au Et final, on est toi, dans ta tête aussi, à ce moment-là, toi, t'as quoi, entre guillemets, parce que là, t'as payé, t'as été en Égypte, etc., tu vois. Mais Mhm. en réalité, t'as quoi dans ta tête? Tu sais que tu vas faire ce métier-là, tu sais que t'as autant d'argent de côté, Voilà. ou alors tu pars comme ça. Ni argent, ni métier. J'avais vraiment pas d'argent. Franchement, je te dis la vérité, en France, j'étais au RSA. Sous les conseils d'un frère de Hijra Case, subhanallah. Mais c'est pas le frère de maintenant. C'était à l'époque, le frère Nicolas, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Il m'avait donné un conseil parce que forcément, j'essayais de me rapprocher un peu de toutes Alors les oui, plateformes. c'était le frère Nico. Mais en fait, j'ai toujours été dès la base, mais pendant Inch'Allah. les tout débuts, le frère Nico était avec moi, alhamdoulilah, effectivement. Voilà. Alhamdoulilah. Masha'Allah. Ouais. Ben, c'est avec lui Qu'Allah- que j'avais pu échanger. Et en fait, j'essaie de. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup même encore maintenant, il n'y en a pas énormément, mais à l'époque encore moins, tu sais, des plateformes comme le travail qu'ils font, Hijra Case, qu'Allah les récompense, et tout, c'est un travail qui est énorme, c'est structuré, tu vois, c'est vraiment bien fait. Mais il n'y en a pas 36 des comptes comme ça. Et du coup, bah, j'essayais de me rapprocher un peu de ce qui pouvait me conseiller au mieux. Et je m'étais rapproché justement du frère Nicolas, justement. Il m'avait donné un conseil. Et subhanallah, ce conseil-là, il a porté ses fruits. Il m'a dit, profite d'être en France, d'avoir entre guillemets les aides, etc. Profite de ces aides-là dans le bon sens, dans le sens où forme-toi au métier du web. Il m'avait dit ça. Il m'a dit, forme-toi au métier du web. Il m'a dit, parce que c'est des métiers où c'est beaucoup plus facile de travailler à l'étranger, plutôt que de travailler avec les Marocains, parce que travailler avec les Marocains, c'est très compliqué. Et il m'a dit, forme-toi au métier du web. Peu importe lequel, peu importe même si tu te formes à plusieurs, fais. Et Inch'Allah, ça va être bénéfique quand tu seras sur place. Donc c'est ce que j'ai fait. Et de toute manière, même quand j'étais en France, j'étais jamais de l'avis
vivre des aides sociales. Tu vois, c'était déjà une situation qui est entre guillemets, on peut dire humiliante. Et c'est pas moi déjà, mes parents m'ont pas éduqué dans ça, dans le fait d'être, de se laisser assister, si je peux dire ça comme ça. Et moi, cette situation, elle me plaisait pas. Tu vois, non, entre guillemets, chez les Portugais, tu vois, c'est vraiment le mari, c'est un bosseur. Et généralement, chez les Portugais, tu vas trouver ça, c'est la personne, elle est respectée en fonction d'un critère. C'est pas, peut-être il frappe sa femme, il fait ce que tu veux, mais c'est un bosseur. Si c'est un bosseur, ça y est, il a le respect des gens. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. Alhamdoulilah, tu grandis avec ça et cette situation, elle me plaisait pas. Donc, j'avais pas forcément le choix dans le sens où, bah voilà, quand t'es musulman et que tu veux faire tes 5 prières à la mosquée et que tu veux vraiment être investi, tu peux apprendre ton dîn à côté. Tu vois ce que je veux dire? Avoir une vie quand même, elle-même pouvoir faire ces choses-là tranquillement. Euh, Donc toi, en fait, dans ta tête, là, tu sais que tu vas partir au Maroc, là. Puisqu'en réalité, c'est le frère Nicolas, c'était quelqu'un qui vit au Maroc, ou lui, il t'a juste dit si tu veux faire la hijra, en le, réalité, dans n'importe quel pays, bah, il faut que tu te bases sur ça. Ou alors, toi, t'avais déjà ton idée, tu dis, bon, maintenant, c'est le Maroc, et je vais essayer de voir, ouais, le frère, il vit au Maroc. Si je dis pas de bêtises, il y est encore, normalement. Non, Je suis il y est plus là à l'heure actuelle. Mais à cette d'accord. époque-là, effectivement, il était ici, du côté de Rabat, de Rabat Ok, ouais, à c'est ça. Salé, plus exactement. Ah, c'est ça, exactement. Barakallah. Non, je sais pas. Et ouais, ah, bah, à l'époque, j'ai pas d'autre choix, tu vois. Ça y est, on dirait ça comme si c'était un rêve, subhanallah. Mais il me restait le Maroc. Et après, je me rappelais beaucoup que l'objectif premier, c'était de partir. Et que même s'il fallait rester qu'un certain temps au Maroc, au moins, le plus important, c'est de se retrouver dans un pays musulman et de pouvoir commencer une vie, entre guillemets, saine. Tout à fait. Surtout que je commençais à avoir, j'ai ma fille qui est arrivée, euh, ma femme, elle a très vite retombé enceinte derrière. Donc, voilà, je savais que c'était ce moment-là qu'il fallait pas rater. Il fallait pas qu'ils commencent l'école en France. Après, je les prends, je les ramène. J'ai vu les frères qui ont fait ça, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, je voulais vraiment, pour avoir une base saine, que mes enfants ils grandissent là-bas, que je commence ma vie de famille là-bas, que je commence à construire ma vie là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais parti sur le Maroc, sans savoir quelle ville. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de frères qui étaient partis au Maroc, dans beaucoup de villes différentes. Et c'est de là où je discutais avec le frère Nicolas. Et il me conseille pas forcément une ville, mais il me donne ce conseil-là. Et ce conseil-là, je l'ai appliqué directement. Et alhamdoulilah, ça c'est une chose que j'ai toujours aimé faire, c'était quand je veux entreprendre quelque chose, je regarde les gens qui l'ont fait avant moi et je prends les erreurs qu'ils ont faites pour pas tomber dedans et je prends les conseils qui ont été bénéfiques pour eux pour justement, entre guillemets, essayer de sauter les étapes de tomber dans le même piège que les gens alors que les gens ils t'ont averti avant. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm. C'est très, très Donc, important que néglige beaucoup de monde, malheureusement, dans les projets d'Hijra, subhanallah. Profiter de l'expérience de ceux qui sont passés avant. et il y en a, machallah, surtout maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup des gens qui sont depuis pas mal d'années et tout au Maroc. Machallah. Donc, ouais, machallah, ça c'est vraiment un gros conseil à donner aux gens. De, de, de pas mettre tous ces efforts dans la préparation, entre guillemets, parce qu'on en reviendra après, parce que au-delà, ça, c'est en fait, c'est des causes qui nous sont propres à nous en tant que musulmans, etc. Mais il y a des causes les plus importantes que le fait de faire ouais, du voilà, c'est ça. repérage, de se Ouais, c'est ça. renseigner. Franchement, c'est la vérité. Et ça ressortait dans tous les témoignages que j'ai vus. Et je le confirme moi-même aujourd'hui. Il y a même d'autres frères qui me l'avaient confirmé à l'époque quand je m'enseignais. C'est de préparer toi de manière spirituelle. C'est-à-dire, toi, c'est Mm. quoi ta relation avec Allah Azzawajal? C'est-à-dire, toi, vraiment renforcer ton intention dans le sens où tu fais ça pour Allah Azzawajal. Donc, tu relis les versets où Allah Azzawajal, il fait une promesse aux gens qui font la hijra, qui vont avoir leur subsistance et la sécurité, fit dunya wal akhirah, dans ici-bas et dans l'au-delà. Tu vois, ces choses-là, il faut constamment te les remémorer parce qu'il y avait une phrase, si je dis pas de bêtises, de Hassan al-Basri, rahimahullah, qui avait dit, il y avait autant de fois où Allah Azzawajal, il fait des promesses dans le Coran. Il y a un seul verset où Shaitan, il est mentionné qu'il fait peur aux gens et tout au niveau du risque. Et les gens, ils ont délaissé tous les autres versets où Allah Azzawajal leur fait une promesse pour cet unique verset-là où Shaitan, il essaie de leur faire peur par rapport à ça. Donc vraiment, et nous, on a un problème en France avec ça. Avec le risque, notamment avec les aides, etc. Bah, c'est ça, en fait. En fait, c'est une sensation d'assistanat, un peu, tu vois. Hmm. Et en fait, en réalité, l'assistanat, il va jouer directement sur ton tawakkul, tu vois. Sur ta confiance en Exact. Allah, parce qu'en réalité, c'est quoi? T'arrives, tu vois, bah, en réalité, tu le vois le 5 du mois à la poste, tu vois, c'est une queue de fou, tu vois, c'est les gens, dès qu'il y a, ça augmente un peu les prix, c'est des manifestations de fous, c'est des trucs comme ça, tu vois. En réalité, donc, le pays, il a fait comme ça, tu vois. Quand
comment ça se fait qu'en réalité, en France, il y a des gens qui gagnent plus avec le RSA que celui qui va travailler en usine. C'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? Donc, en c'est vrai, réalité, c'est vrai. comment dire? C'est une Une forme atmosphère comme ça, tu d'esclavage vois. moderne. Ouais, voilà, C'est c'est une ça, forme c'est une d'esclavage atmosphère. moderne puisque la meilleure des prisons est celle dont le prisonnier lui-même ne veut pas s'échapper. Ouais. Ouais, c'est Donc, carrément ça. en permettant aux gens de gagner une certaine sécurité, en tout cas psychologique, puisque après on peut voir que C'est sûr. dans tout ce que ça apporte comme mauvais côté dans la vie du musulman, c'est catastrophique. Mais cette sécurité psychologique et entre guillemets financière, c'est une forme d'esclavage pour que aucun de nous ne veuille s'en dépêtrer en fait. Subhanallah. Et c'est celle qui est la plus dangereuse. Et le pire, c'est qu'elle est même pas cachée, en réalité, puisque, certes, quand tu regardes la plupart des médias, ils aiment pas les musulmans, tu vois. C'est pas comme si, on pouvait se dire, non, bah, il y a moyen qu'ils nous aiment, etc. Mais là, c'est flag, tu vois. C'est Hmm. ça, Non, je te cache pas, il y a pas de pays si vous plus, pouvez plus partir, anti, il y a pas plus de pays plus islamophobes à l'heure actuelle que la tu France. vois, Exactement. ils te citent même des versets, tu vois. T'as Zemmour qui te cite des versets sur la hijra, sur, tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, vrai, c'est alors, clair, tu vois. C'est ouais, clair et net que, ça- bah, c'est à nous de voir que, est-ce qu'on est vraiment accepté ici, tu vois? Et tu peux faire tous les efforts que tu veux, tu vois? Tu peux essayer de faire tous les efforts que tu veux pour t'intégrer. En réalité, t'arrives à un moment donné, t'as un plafond de verre, tu vois? ouais, c'est- Tu pourras plus, tu peux plus rien faire. aller Mm, plus loin. tout à fait. Et Subhanallah. donc, toi, en réalité, toi, ça y est, t'as pris ta décision du Maroc, mais à partir du moment où tu rentres en contact avec le frère Mhm. et le fait que entre guillemets, tu te formes, ça prend pour combien de temps? Est-ce que tu te mets un objectif? Tu te dis, bon, allez, dans un mois, ça y est, je pars ou... Moi, en fait, moi, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il m'a donné cette qualité-là, c'est d'être quelqu'un d'organisé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un objectif en tête, je fais tout en sorte que sur papier, tout il soit déjà mis en place. Donc, je sais très bien que, voilà, Qadarallah, s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Tu vois, tu peux pas respecter ton planning, etc. Mais au moins, le truc, il est carré. C'est-à-dire que moi, je m'étais fixé, je dis pas de bêtises, à partir du moment où je m'étais dit, je vais aller au Maroc, Inch'Allah, je m'étais fixé 6 mois, je pense. Et donc, j'ai fait, mois 1, il faut que j'ai fini ça. Mois 2, il faut que j'ai fait ça. Mois 3, il faut que j'ai fait ça. Jusqu'au 6e mois où, normalement, tout était mis en place. Très Et, important de jalonner. Pardonne-moi, je t'ai coupé à la fois. non, non, pas de souci, vas-y. Très important de jalonner sa préparation, alhamdoulilah, avec une deadline, une date de départ, mais plus qu'une date de départ, parfois un peu lointaine, effectivement, comme tu l'as fait, de pouvoir jalonner étape par étape. Tiens, ce mois-ci, j'ai fini telle étape, j'ai eu mon nouveau passeport. L'étape suivante, bon, j'ai fait tous les tests médicaux, et ainsi de suite. Enfin, comme tu viens de dire, de vraiment pouvoir jalonner, alhamdoulilah, pour avoir une vision à la fois à moyen court terme et à la fois à long terme avec la deadline. C'est ça. Ouais, subhanallah, c'est ça. Et partir sur un coup de tête, à la limite, comme je disais, quand t'es tout seul, ça peut le faire. Quand t'es en famille, c'est plus compliqué, tu vois. Généralement, en tant comme de la famille, t'étais assez mal à l'aise au fait de faire galérer ta famille dans des choses où si tu t'étais préparé, bah, la situation aurait pu être différente, tu vois. Mmh. Ouais, tout à fait. Et du coup, je me fixe ces 6 mois-là. Donc, dans ces 6 mois-là, il y a ce temps de formation. Est-ce que j'ai un métier précis en tête? Pas du tout. Je commence à me renseigner dans le monde des formations, je commence à être vraiment investi dedans, etc. Je me forme dans différents domaines. Je me forme dans différents domaines, notamment dans celui dans lequel, au final, ça aurait été mon métier. Je pense qu'on va en venir après, Inch'Allah. Et, euh, et du coup, il y a ces 6 mois-là. J'ai pas encore de ville jusqu'à ce que, tu vois, quand tu veux partir, t'es connecté à toutes les vidéos, compte YouTube, compte Facebook qui parlent de la hijra, tu t'es abonné, tu vois. Donc tous les jours, tu regardes. Ah, là, il y a une nouvelle vidéo. Ah, là, il y a telle chose, là, il y a telle chose. Et une fois, je tombe sur une vidéo. Ça peut paraître bête, subhanallah, mais des fois, tes choix, tu les fais sur des choses qui sont plus sentimentales qu'autre chose. En fait, je vois une vidéo. Je vois une ville au Maroc t'es pas en plein centre-ville de Casa, tu vois, c'est pas des grandes tours, etc. Tu vois, c'est des maisons normales. Tu vois que c'est un peu, c'est moderne, mais voilà, t'es pas en plein centre-ville. J'entends un adhan magnifique. C'est juste, l'adhan, il était extraordinaire. Et je me disais, moi, je vais me réveiller avec cet adhan-là. Tu vois ce que je veux dire? Et je regarde et tout, je vois c'est dans quelle ville, je vois Balkan, la ville de Balkan. Donc c'est région Oujda, Nador, etc., à côté de la frontière algérienne. Donc c'est à l'est. Riff.
Ah ouais, c'est ça, c'est ça, à l'est du Maroc. Et, euh, et je me dis à mon épouse, bah regarde, je lui dis, on sait pas où on va aller, on n'a pas encore d'idée de ville. On avait pensé à Casa parce que mes beaux-parents ont un appartement à Casa, mais personnellement, pour moi, je peux pas, tu vois. C'est pas C'est vivable, c'est la, trop lumière, il y a trop de monde. Casa, c'est la mauvaise idée pour la hijra. Ah, c'est Ça, je peux compliqué. dire. Franchement, c'est compliqué. Ah, tu te fonds dans la masse. Tellement il y a de monde, tu te fonds dans la masse. Mais c'est très compliqué. En plus, le quartier dans lequel mes beaux-parents ont l'appartement, c'est un quartier qui est, en fait, c'était une situation, elle était pire en termes de dounia que celle qu'il y avait en France, dans le sens où, dans le sens délinquance, tu vois, toutes ces choses-là et tout, c'était vraiment un quartier, il était vraiment, on n'est pas dans le quartier charme normal où tu peux trouver dans les villes marocaines, non, c'était vraiment très compliqué, quartier très difficile. Du coup, c'était hors de question et même la ville, elle m'avait pas plu du tout. J'étais parti pendant les vacances, la première année où je m'étais marié, ça m'avait pas plu du tout. S'il y a trop de monde, c'est les gens ils courent partout, c'est pas ça que j'ai envie de voir, tu vois. Et du coup, je vois Balken et je me dis ben ça coûte rien d'aller voir. Ça coûte rien d'aller voir, je commence à me renseigner. Il y avait un frère à l'époque que j'ai connu après par la suite qui avait fait un site qui recensait un peu ce qu'il y avait là-bas. C'était intéressant en termes d'infrastructure. Il y avait un Dar al-Hadith, donc c'est un endroit qui avait été fait par les Français comme une association où il y a des cours de din. Et moi je me suis dit bah franchement pour l'instant c'est ce qui remplit le plus que je Ah, voilà. cherchais. Et même si c'est pas vraiment le talab ilm par excellence, où t'es tous les jours, tu vois, tu mémorises des moutons, tu mémorises des trucs, et tous les jours il y a cours, etc. Au moins, il y avait un minimum. Et moi, il me fallait ça. Parce que ce qui est important de dire, subhanallah, c'est que c'est vrai que tu vas dans un pays musulman, mais faut pas croire que ta foi, elle va continuellement monter juste parce que tu es dans un pays musulman. Il y a des causes aussi qui t'incombent encore quand tu es dans ce pays Ah, musulman. bien sûr, bien sûr. Tu vois, C'est donc plus les facile, on taureaux, va dire. C'est plus facile, mais c'est ouais, pas. exactement. En fait, ouais, voilà, c'est barakallahu fik. C'est beaucoup plus facile. Mais il faut le faire. Parce que Ouais, si voilà. tu dis, moi, je pars au Maroc, même en Arabie, je pars dans n'importe quel pays musulman, et que tu fais pas les causes pour entretenir ta foi et tu vas tomber, ta foi. De toute façon, nous, on sait, dans la croyance des gens de la sunna, ta foi, soit elle monte, soit elle descend. Elle stagne pas. Donc, si elle monte pas, automatiquement, t'es dans l'autre sens. Et ça peut arriver dans les pays musulmans si tu fais pas le nécessaire. Donc, moi, je voulais qu'il y ait des douros pour continuer c'était important, tu vois. Même si c'était pas pour étudier la science en tant qu'étudiant, mais au moins pour que, voilà, j'ai toujours ce lien-là avec les cours, les rappels, etc. Et il y en avait un à Berken, et donc ça m'avait intéressé. La ville, elle me plaisait, c'était pas une mégalopole où il y avait vraiment beaucoup de monde, etc. Et c'était pas non plus une toute petite ville. Au final, maintenant, je te dirais, ouais, c'est une petite ville quand même. Et je vais faire mon repérage. Je pars tout seul cette fois-ci parce que ben voilà, ma femme elle a accouché. Si je te dis pas de bêtises, elle a un deuxième enfant. Donc là, ça devenait beaucoup plus compliqué d'aller avec elle. Et au final, elle m'a dit bah vas-y, moi je te fais confiance. Et elle me dit tu me tiens informé quand t'es là-bas, etc. Donc je vois sur un site un frère qui propose une offre. Le frère Ahmed, machallah, qu'Allah le récompense, qu'Allah le préserve. Je suis encore un peu en contact avec lui et tout. C'est vraiment un frère extraordinaire. Et il proposait un service qui était contre une certaine somme d'argent. Il fait plus maintenant, mais à l'époque, contre une certaine somme d'argent, lui, comme c'était ce qu'on appelle un MRE, donc c'est un Marocain d'origine, mais qui est né en France, qui a grandi en France, mais qui est marocain. Comme moi, je suis portugais, mais qui suis né en France, etc. Et il y avait ce forfait-là où lui, bah, il était à la base de Berken. Donc depuis qu'il est petit, bah voilà, il allait là-bas en vacances. C'était sa ville, en fait. Ouais. Et bah, voilà, comme il connaissait la ville comme sa poche, en échange d'une certaine somme, et ben il facilitait pour le repérage. Et quand j'ai vu ça, franchement, même si la somme elle était le double et que j'avais pas forcément la somme, franchement je me serais débrouillé pour essayer de la trouver parce que Mais ça, t'as pas tu vu. dis, il le fait plus. Ça se fait plus du tout dans les autres villes, Non, etc. lui il le fait plus, le frère le fait plus. Ça doit Le frère le Mais fait ça, être- plus, mais alhamdoulilah, c'est des choses qui se ouais, font, voilà. c'est vrai de moins en moins, alhamdoulilah, mais ça va revenir, Inch'Allah. Ça va revenir. ouais. Et certains ils voient quelque chose de vicieux alors que pas du tout. Non, c'est magnifique, ça. Non, pas du tout. C'est extraordinaire. Et il y a pas de mal à ce que la personne elle prenne Bien voilà, elle sûr. prend beaucoup de C'est temps, exactement ça. C'est exactement ça. C'est en fait, il y a une petite vague où beaucoup des frères comme ça, même des fois des sœurs, il y en avait beaucoup moins, mais qui proposaient ce genre de service, ont été attaqués sur le fait que vous tirez de l'argent de la hijra, c'est vrai. en oubliant la base qui est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a payé un guide lors de sa propre hijra, C'est vrai. subhanallah. Et malheureusement,
il y a beaucoup de gens que ça a découragé, parce que malheureusement, notre communauté peut être très dure. Ouais, Donc, le pire, je pense, Allahu Alam, mais je pense que tu peux peut-être même dépenser plus d'argent en faisant que par toi-même, aller dans les hôtels que tu connais pas, tu t'es je trompé, te donc tu vas confirme. dans un autre hôtel, que payer. Ouais, C'est clair. Bien sûr. C'est clair, mais le Sachant problème, que, c'est que quand beaucoup de frères et de sœurs, quand ils partent, déjà, n'ont pas beaucoup de moyens. Et quand ils voient les forfaits qui peuvent être proposés, pour eux, ça paraît énorme. Ça paraît comme si ces frères et ces sœurs qui proposent ça se font de l'argent sur leur dos. Et comme ils n'ont pas, justement, comme on en parlait tout à l'heure, fait aussi ce travail de profiter des expériences des autres, ils n'ont pas en tête le contraste entre se tourner vers des gens qui auraient l'expérience et qui proposent ce service et prendre le risque, comme on disait, d'y aller tout seul et des fois de dépenser encore plus d'argent, de perdre encore plus d'argent, parce qu'il y a la perte de temps aussi, parfois les échecs. Subhanallah. ah, subhanallah. Et moi, j'irai même plus loin. Moi, je dirais à toute personne qui veut faire la hijra, quand elle a une ville en tête, qu'elle cherche quelqu'un qui fasse ça. Qu'elle cherche quelqu'un qui fasse ça au lieu d'y aller toute seule. Parce que, là, pour ma part, par exemple, je suis converti, je connais pas le Maroc. Encore moins cette région-là du Maroc qui est un peu plus écartée des grandes villes, etc. Moi, j'aurais perdu mon temps, j'aurais perdu mon argent, j'aurais jamais trouvé les informations que je voulais. Ça aurait été très compliqué. Et là, j'avais un frère, il était avec moi tout le temps. En plus, j'avais réservé une location qui était très loin, je m'en étais pas rendu compte, il venait me chercher et il me faisait faire le tour. Ah, c'est-à-dire, on a vu les frères, on a vu le Dar al-Hadith, donc l'association où il y avait les cours. On a vu tout ce qui, il m'a informé de tout ce qu'il fallait savoir en termes de prix du loyer, prix de la nourriture, le coût de la vie. Au-delà de ça, en plus, le frère Ahmed, Allahumma barak, c'était un frère extraordinaire. Et donc, c'est parmi les frères aussi qui m'ont beaucoup touché et dont le rappel est toujours resté dans ma tête où il me disait, parce que moi, voilà, de temps en temps, je parlais d'argent. Et peut-être même un peu trop à l'époque, parce que, bah voilà, comme on disait, tu vois, quand t'es en France, tu vois, c'est comme t'as dit, barakallahu fik, et le frère aussi me l'avait dit, on s'en rend pas compte, hein, mais ces choses-là, la chose qui est plus importante pour nous, c'est le tawhid. La chose qui va nous faire entrer au paradis, c'est la chose qui fait que nos œuvres, elles sont acceptées, etc. Et cette chose-là, on se rend pas compte. On dit, mais non, c'est juste des aides. Non, ça influence directement dans le tawhid. Et plus précisément, comme tu dis, dans le tawakkul. Parce que quand t'es en France et tu dis, peu importe ma situation, j'ai de l'argent. Comment tu vas être dans un pays où tu travailles pas, tu manges pas? Tu vois ce que je veux dire? Et non, ça fait une peur bleue parce que tu as grandi pendant des années dans un pays où, peu importe, tu as de l'argent, ou dans un pays où on te dit, voilà, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Il n'y a pas de chèque vacances, il n'y a pas de chèque cadeau, il n'y a pas de truc. Et en vérité, c'est la vraie vie. Subhanallah, Dieu, c'est la vraie vie. C'est ça, l'être humain, en vérité, depuis la nuit des temps, il vit comme ça. Tu veux manger? Bah, fais les causes, barakallahu fik. Tu vois ce que je veux dire? Et pour revenir au frère, il me faisait ce rappel-là. Et il me dit, tu sais, Bilal et tout, il y en a, ils sont venus, ils avaient beaucoup d'argent. Et ils sont repartis. Et il y en a, ils sont venus, ils avaient rien, ils sont encore avec nous. Il dit, cette chose-là, c'est pas la plus grande des causes. Il dit, je vais pas te dire, prends pas d'argent avec toi. Ce que tu peux prendre, prends-le. Mais faut pas que tu crois que ça se repose sur ça. Parce qu'en vérité, c'est plus profond que ça. Et en vérité, la réussite dans ta hijra, elle va dépendre que de ta relation entre toi et Allah Azza wa Jal. Toi, dans l'intention que tu as mis dans ces choses-là. Pourquoi tu pars? Est-ce que dans ta tête, tu dis, bon, au pire, je reviens? Ou est-ce que tu dis, moi, peu importe ce qui se passe, je veux bien Allah Azza wa Jal, je vais rester ici. Peu importe ce que je dois faire. Et subhanallah, c'est des phrases qui résonnent. Tu vois, je les ressors, peut-être même, c'est exactement les mots qu'il a employés. Et il a raison. Et moi, je refais ce rappel-là aux gens qui veulent partir en leur disant, c'est vrai, l'argent que vous pouvez prendre, prenez-le. En plus, le Maroc, c'est un pays qui nécessite pas forcément beaucoup d'argent pour vivre. Ce que vous pouvez prendre, prenez-le. Mais le plus important, c'est pas ça. Celui qui se focalise que sur l'argent, et j'en ai connu personnellement. Des sommes à 5 chiffres. Il a mis de côté des sommes à 5 chiffres. Au bout En de plus, 30 6 000 chiffres. On a vu des 6 Ah non, chiffres, je peux te dire. Subhanallah. Agir. Moi, là, maintenant, au Maroc, tu me donnes 6 chiffres, je réfléchis. On style. Et il me fait ces conseils-là, et il a beaucoup axé ses conseils sur ça. Et franchement, c'est ce qui m'a été le plus bénéfique. Et c'est des choses qu'on sait tous. Tu vois, ces rappels-là, là. On les connaît, ces rappels. On les a déjà entendus, on les a déjà lus, on a déjà entendu des dolos, ma chère qui parle de ça, etc. Mais comme on dit, le rappel, il profite aux croyants. Et c'est pas pour rien. Pourquoi on appelle ça un rappel? Parce que l'être humain, il oublie tout le temps. T'oublies les faveurs qu'Allah Azza wa Jalla t'a fait, t'oublies les promesses qu'Allah Azza wa Jalla t'a fait. Et c'est pour ça qu'il faut constamment des gens qui vont te rappeler ces choses-là. C'est pas parce que t'es un hypocrite ou que tu crois pas. Non, c'est que l'être humain, il est comme ça. Quand t'es occupé par dunya, t'oublies ces choses-là. Et donc, le rappel et tout, il est vraiment important. Et surtout dans le cas de la hijra et tout, vraiment, il est nécessaire. Il est nécessaire.
Et donc, bah voilà, je fais ce repérage avec le frère. Ça se passe super bien. Tout ce que j'ai besoin de savoir, je le sais. Et ça y est, je tombe amoureux de la ville. Je tombe amoureux de la ville. Et je rentre en France en disant à ma femme, franchement, en plus, bon, je vends comme moi je suis convaincu, j'essaie de le vendre à ma femme de sorte qu'on soit sur la même longueur d'onde, tu vois. Et, euh, et même si pour une femme c'est beaucoup plus difficile, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais pour les femmes c'est beaucoup plus difficile de se détacher d'une famille. Surtout que moi, je me suis marié avec une épouse qui était très attachée avec sa famille. C'est limite, c'est tous les jours, il faut qu'ils soient ensemble. Donc, extraire une femme qui a l'habitude d'être tous les jours avec ses parents dans un pays où il y aura plus ses parents, tu vois, c'est psychologiquement c'est difficile. Il faut pas forcément. Ça, c'est un conseil que je fais aux frères qui sont mariés et tout et qui ont un peu des difficultés avec leurs épouses par rapport à ça. Faut pas forcément leur en vouloir. Et il faut pas chercher à les blâmer, mais il faut essayer de faire l'inverse. On parlait de foi tout à l'heure, c'est ça en fait qu'il faut entretenir chez elles. La foi. Essayer de les motiver dans ces choses-là, leur rappeler les faveurs qu'Allah Azza wa Jal il va faire à ceux qui ont fait la hijra, toutes ces choses-là, tous les rappels qu'on peut retrouver sur Internet, etc. Faut essayer il y a la balance en fait de ce que elle veut, les causes pour lesquelles elle veut rester. Et ben nous, il faut faire en sorte que de l'autre côté, le côté de la foi, de la motivation par rapport à la récompense qu'il va avoir auprès d'Allah Azza wa Jal, de la bonne intention, etc. Il faut que ce soit plus fort que ça. Et pourquoi je fais ce conseil-là? Parce que moi-même, je suis tombé dedans. Je suis tombé dans le sens où tu t'énerves, où tu comprends pas. Tu sais, dans ta tête, c'est 1 plus 1 égale 2. Allah, il a dit, je fais. Il est où le problème? Et pour nous, c'est facile. En plus, tu vois, t'es L'autre en converti. face ne fonctionne pas toujours pareil. Tu vois, converti, t'es un homme, t'as beaucoup plus l'habitude de. Tu vois, c'est pas pareil. La relation avec les parents, elle est pas la même. Et même dans une famille, la relation des garçons avec les parents et des filles avec les parents, elle est pas du tout la même. Tu vois. Et ça, c'est un conseil, subhanallah, j'ai pas pensé à faire ce conseil-là, mais c'est vraiment un conseil et tout que je souhaite faire et tout aux frères qui sont mariés, c'est patienter. Patienter, ça veut pas dire attendre des années, mais ça veut dire faites les causes et constamment essayer comme ils disent ici, de shaja, c'est de les motiver dans le bon sens. Et c'est comme ça que elle de elle-même après, elle va, elle va faire le pas elle-même toute seule. Pas chercher à forcer les gens. Forcer les gens, ça marche pas. Et donc, bah voilà, je rencontrais ces choses-là avec mon épouse, mais c'était pas non plus à un degré, voilà, où c'était une épreuve insurmontable, alhamdoulilah, à force de discussions, de rappels, de constamment essayer voilà, ça fait partie aussi du mariage, tu vois, d'essayer de s'entraider et tout dans la foi. On est parti, alhamdoulilah, tout le barnamège, le programme que je m'étais fait et tout, sur les 6 mois et tout, alhamdoulilah, franchement, on avait, je pense, tout respecté. À la fin, on avait envoyé les affaires par transporteur. Tout était mis en place. Toi, t'avais tout arrêté, logement, t'avais rendu le logement, t'avais Ah ouais. Ah non, vraiment dans ta tête, ça y est. ah ouais. Parce que t'imagines, tu gardes un logement et ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire, bon, bah, au cas où, je reviens. C'est ça, faut se dire, non, il n'y a pas de au cas où. C'est vrai que ça peut se mal passer. Et je vais dire une vérité, c'est qu'il va y avoir des épreuves obligatoirement. Des choses qui vont être difficiles. Il va en avoir, mais pour tout le monde. Celui qui a de l'argent, qui a pas de l'argent. Celui qui va étudier à Médine, peu importe. Toujours t'es éprouvé. Tu fais une des choses, c'est une adoration, elle est extraordinaire. C'est une adoration extraordinaire. Elle a un degré auprès d'Allah que pas beaucoup Il est d'autres plus grand. adorations ont le même degré. Donc comment tu peux espérer avoir la récompense de cette chose-là sans que derrière t'aies testé en fait? Sinon c'est trop facile. Tout le monde part, tout le monde réussit, voilà, tout le monde a de l'argent là-bas. Salam alaikum. Ah c'est pas comme ça. L'adoration est tellement grande que forcément tu vas devoir passer par des épreuves pour tester est-ce que au fond de toi t'es vraiment sincère ou non. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tout le monde est éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Et j'ai rencontré, franchement, pour pas dire de bêtises, je pense une centaine de familles. Que ce soit à Balkan ou dans d'autres villes. Tout le monde est éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Et il faut patienter. Tu patientes, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Et même quand tu crois que c'est fini, et on va en venir plus tard, parce que moi, au final, quand je suis parti, bah là, on en est au départ. Au bout des 6 mois, je pars pour donner un chiffre, pour donner un ordre d'idée aux gens, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir, tu sais, quand tu vas chercher les témoignages, tu sais de voir, bon, lui, il est parti avec combien, lui, tu vois, lui, il avait quoi. Ouais. Et je suis pas parti avec beaucoup, franchement, je te dis la vérité, j'ai tout vendu. Ouais, très grosse erreur, bien sûr, parce que ça dépend, en plus, ça dépend de chaque personne. Il y en a, ils vont vivre au Maroc avec 500 euros. Il y en a, 1500, ça va pas leur suffire. Donc, en fait, c'est pas forcément un bon calcul à faire. Et pour être vraiment transparent avec les gens et tout, je suis parti, j'ai tout vendu en France, j'avais 4500 euros. Quand j'ai tout vendu, c'est-à-dire les meubles, la voiture, etc. Donc, c'est pas énorme, surtout que quand je suis arrivé au Maroc, il y avait plus 4500 euros parce qu'il faut payer le transporteur. J'avais beaucoup d'affaires, c'était très cher.
T'arrives là-bas, tu dois meubler un minimum dans le sens où bah, il faut un frigo, voilà, il faut quelque chose, tu vois, le minimum vital. Tu te retrouves vite au final avec plus grand chose, et comme on l'a dit, pas de travail. Et cette situation-là, c'est pas que la mienne. Cette situation-là, j'ai pas envie de te dire la majorité, pour éviter de peut-être rentrer dans le mensonge, mais beaucoup, ils sont dans ce cas-là. Ils font leur hijra, et après, c'est là où tu ressens la douceur du tawhid. Où tu te dis là, maintenant, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de kaf, il n'y a rien du tout. Il y a toi et Allah. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi et Allah Azza wa Jal. Combien de temps tu vas patienter? Combien de temps tu vas patienter? Et c'est toi, t'invoques Allah Azza wa Jal, tu patientes, tu fais les causes, bien sûr. Tu fais les causes C'est quoi aussi. justement les premières causes que tu fais, toi? Arrivé là-bas, ça y est, tu te poses, t'as meublé un peu. C'est quoi la Ouais. première chose que tu fais, la première chose que t'entreprends? Je cherche du travail. À côté, j'essaye de pas tomber dans le piège de pas aller au douros, au cours, avant de trouver un travail. Parce que ça, c'est aussi un piège de shaitan où il va te dire non, non, fais toutes les causes dans le travail et ça, tu verras plus tard. Donc, j'essayais de faire les deux en même temps et bah, clairement, le reste de mes journées, quand il n'y avait pas cours au Dar al-Hadith, souvent c'était le soir et c'était pas tous les jours. Bah, après, bah, je cherchais du travail, tu vois. Je parlais avec les frères, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, qu'est-ce que les frères y font, comment ça se passe. J'étais dans un quartier où on était, alhamdoulilah, pas mal de voisins. On était pas mal de frères. J'étais à Berkane, j'étais un peu excentré à la ville, toujours en étant dans la ville, mais un peu dans les nouveaux quartiers excentrés, donc le loyer était pas très cher. Et beaucoup de frères, ils s'étaient installés là-bas, donc on discute. Et tu fais les causes, donc j'ai commencé centre d'appel. C'est le grand classique au Maroc quand tu parles bien français, centre d'appel. Ouais. J'ai fait une matinée, je pense. Horrible. Horrible, subhanallah. C'est grâce à chacun. C'est-à-dire, il y en a, ils font ça pendant des années, ils gagnent bien leur vie, même, Allahumma barik, il y en a qui gagnent très bien leur vie avec ça. Hmm. Moi, franchement, c'est pas pour moi. Tu vois, j'arrive, je suis au Non, téléphone. c'est-à-dire que c'est très difficile psychologiquement, tout le monde n'est pas fait pour ça, et comme tu le dis, juste avec une matinée, tu peux serrer, mais en même temps, on va pas cracher dessus dans le sens où, dans la réalité, ça a sauvé aussi beaucoup d'hijra, subhanallah. Exactement. Ouais, c'est ça. C'était cool C'est pour eux. exactement, c'est exactement ça. Tu te dis, bah, déjà au début, je savais que bon, c'était pas forcément ce que je préférais, mais en fait, t'arrives à un stade quand tu fais ta hijra, quand t'arrives et que t'as pas forcément de travail, ah, tu fais pas ce que t'aimes. Tu fais ce que t'as besoin. C'est ça la différence. Donc je l'ai fait et au final, T'as j'ai vite fait, compris j'ai que fait- voilà, j'ai compris que c'est impossible, impossible, parce que tu sais, t'es avec des gens au téléphone, donc déjà t'appelles des Français. Donc c'est-à-dire moi je pars de France, mais je continue à avoir des, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ils sont pas Hmm. commodes parce que Comme si les ton pauvres ils esprit sont restait un appelés, peu là-bas. c'est ça, les pauvres ils sont appelés 30 fois par jour. Toi t'es le 30e, il en a marre. Peut-être il va t'insulter, il va mal te parler. Et moi je me dis subhanallah, tu sais, je pars de là-bas pour je quitte tout ça, je le retrouve là maintenant, je suis dans mon salon, impossible, 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 impossible. Du coup, c'était un frère qui était en train d'ouvrir son centre d'appel, je lui dis vas-y, je vais te ramener ton micro, barakallahu fik. Franchement, c'est très gentil de ta part et tout, mais c'est impossible que je fais ça. Impossible, je peux pas faire ça. Et tu sais, bah sur le coup, tu sais, tu parles avec ton épouse, tu dis ouais, mais voilà, c'est du- bien, mais c'est bien, hein, t'aimes pas, il n'y a pas de souci. Mais on fait quoi? Et je dis Inch'Allah, ça va aller. Donc j'ai fait des causes. Donc comme on l'avait dit plus tôt, je m'étais informé dans différents domaines, un peu plus profondément dans les sites internet et encore plus profondément dans tout ce qui touchait aux réseaux sociaux. Tout ce qui touchait aux réseaux sociaux. Pas forcément marketing des réseaux sociaux, mais plus community management. Community management, ouais, vraiment ce qui Voilà, marche. voilà. Le Pour les- plus bas niveau, entre guillemets, dans ce domaine-là, le plus bas niveau, c'est community management. Après, il y a au-dessus, tu rentres dans le marketing, etc. Moi, j'étais vraiment le plus bas niveau. Et, et là, l'histoire que je vais raconter, s'il y a une faïda à retenir, c'est de se dire, en fait, les causes, c'est vraiment que des causes. Parce qu'au final, franchement, Allah Azza wa Jal, il m'a donné mon risque, comme il dit dans le Coran, d'un endroit où je m'y attendais pas. C'est-à-dire, moi, je fais toutes mes causes à l'ouest et le résultat, il arrive à l'est. C'est Tu vois toujours ce que je ça, veux la dire? vérité. Ouais. Subhanallah. Et, euh, et un jour, je suis dans le groupe dans le groupe WhatsApp des frères de Balkan, et il y a un frère, il cherche quelqu'un pour l'accompagner à l'aéroport. Et moi, bah, Nia et tout, je sais qu'un frère le fait, bah, je me dis, bah, je vais le mettre en contact, comme ça, lui, ça va le faciliter et tout, vraiment juste pour aider le frère. Et le frère, je vois, à l'époque, j'étais très intéressé par les produits naturels, etc. Je m'étais formé un peu aux formations en médecine prophétique, etc. Avec les formations en médecine prophétique, etc. Et je vois, lui, son logo, c'est quelque chose, c'est un truc naturel. C'est un logo en rapport avec le naturel.
Et moi, pour faire la conversation, je suis dans mon canapé le soir, vraiment, ça faisait pas du tout partie des causes que je voulais faire. Et je dis, ah, du coup, c'est bien ce que tu fais et tout, c'est intéressant et tout, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah voilà, je vends des produits naturels, pardon, je suis sur Bruxelles, j'ai un magasin à Bruxelles, etc. Et subhanallah, il y avait pas lieu qui dise cette phrase-là. Surtout à moi, alors que je lui avais rien dit avant. Il m'a dit, ouais, je cherche quelqu'un pour faire un site et tout, si tu connais. Moi, je dis, ah ouais, je connais. Tu l'as Ah devant ouais, je toi. connais quelqu'un qui s'est fait sur Internet. Et, euh, et je dis, ouais, et tout, moi, je le fais, etc. Même les réseaux sociaux, il y avait besoin, je dis, ouais, les réseaux sociaux aussi. Subhanallah, les deux trucs que vraiment j'avais mis un peu plus l'accent dessus, tu vois. Et au début, il me dit, bah voilà, je peux pas travailler avec n'importe qui. Et bah voilà, je vais pas, entre guillemets, en gros, c'est ça, je vais pas te payer tout de suite, alors que je sais même pas de quoi t'es capable. Et moi, dans ma tête, là, je commence à faire des calculs. Moi, ce qu'il me fallait, c'était pas un billet une fois et c'est tout. Moi, il me fallait des revenus mensuels, parce que c'est ça le plus facile pour avoir ta stabilité, en fait. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi, je vais te faire le site, me paye pas. Il y a pas de problème. Je vais le faire, tu vas voir comment je travaille. Si t'es content, on continue. Et là, on commence à parler de paiement, etc. Si t'es pas content, ben, pas de problème. T'auras eu entre guillemets, un site gratuitement et t'auras rien perdu. Au contraire, t'auras gagné. Il me dit, c'est bon, ça marche. C'est ce que j'ai fait. Alhamdoulilah, il était plus que satisfait du site internet. Moi-même, j'étais satisfait. Donc le travail, alhamdoulilah, je l'avais fait un travail vraiment plus que correct. Il a vraiment un site e-commerce, pour ceux qui sont dans le domaine, un site e-commerce complet, avec plus d'une centaine de produits, avec les descriptions, etc. Donc vraiment, c'est un gros travail, gratuitement. 0 €. Alors qu'à l'heure actuelle, en fonction de si la personne est freelance ou si c'est une agence, elle va faire payer ça à peu près, voilà, aux alentours de 3000. Ça va commencer à 3000. Voilà, c'est un peu dans ces prix-là et ça peut aller beaucoup plus loin. Surtout pour un site comme ça où il y a plus d'une centaine de produits, où là vraiment tu peux aller beaucoup plus que 3000 €. Ah, gratuit. Et Merci. à la fin, il me dit, ah, franchement, mais c'est du bon travail. J'avais commencé un peu les réseaux sociaux, il m'a dit pareil. Il m'a dit, c'est bon, j'ai compris et tout, t'es pas un charlatan. Et il m'a dit, bah, c'est bon, on travaille ensemble. Je dis, bah, très bien. On a commencé avec un tout petit salaire. C'était 300 € par mois. Et, euh, et moi, très bien, 300 € par mois, j'avais un loyer à 1500 dirhams, donc 150 €. Et le reste, bah, pour manger, tu vois, s'il faut manger de la hadès et de la loubia tous les jours, y a pas de problème. Au moins, je suis C'est là, très je bon, paye le mon gars. loyer et je mange. Et, et la suite, on verra plus tard. Sachant que dans la suite, il y avait aussi, bah voilà, une fois qu'il y a quelque chose, on passe un petit peu plus, etc. Entre deux, comme je t'ai dit, je m'étais formé, j'aimais bien les trucs du naturel. J'étais très proche des frères de médecine prophétique. Et, euh, et un jour, un responsable, je parle avec lui pour un truc rien à voir, j'avais besoin d'une info par rapport à, je pense, un PDF ou quelque chose comme ça. Il me dit, ouais, on cherche quelqu'un pour les réseaux sociaux, tu connais quelqu'un? Encore une fois, ouais, je connais quelqu'un. Je Machallah. connais quelqu'un. Et ce Alhamdoulilah. là pareil, ça s'est fait. Et après, jusqu'à maintenant, bah, ça a toujours été mon travail. Donc je suis pas resté sur mes acquis. Et ça fait quelques années, au fur et à mesure des années, je suis monté en compétences. Je suis un peu plus recentré sur le marketing, etc. Bref, on va pas rentrer dans le technique, mais j'ai beaucoup plus approfondi la chose jusqu'à ce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est quelque chose que je maîtrise sur le bout des doigts, alhamdoulilah. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça a toujours été euh, la cause de mon risque jusqu'à maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, Wesh. à l'heure d'aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais là, Et par rapport à ça, par rapport au, bon, alhamdoulilah, là, t'as trouvé, en fait, en réalité, alhamdoulilah, le risque, en réalité, c'est bon, tu vois, alhamdoulilah. Pour l'instant, c'est bon, mais par rapport à la ville, toi, t'es resté sur Berken ou pas? Parce qu'en fait, là, ce serait bien qu'on parle, Inch'Allah, de l'autre côté que t'as cherché, tu vois, le côté religieux, tu vois. mhm. Que toi, c'est bon, entre guillemets, à Berken, ça, t'es resté sur ça ou, sur Darul Hadith, c'était quoi les cours, c'était quoi les... Ouais. Ah, barakallahu fik. Heureusement que tu as rebondi sur ça parce que ça m'avait échappé. Subhanallah. Quand tu parles d'argent, Subhanallah al-musta'an. Et forcément, une fois que le côté financier il est un peu plus stable, même si j'avais jamais lâché les cours au Dar al-Hadith, bah là, t'es beaucoup plus investi. C'est-à-dire qu'il y avait un, un frère qui faisait les cours à Balkan, il faisait aussi les cours dans d'autres villes, et là, je commençais à aller dans l'autre ville en question pour avoir encore plus de cours. Jusqu'à ce que je pense, on avait quasiment on arrivait à avoir 5 ou 6 cours par semaine. J'étais beaucoup avec un frère, et on essayait de s'entraider dans cette web-là, dans ces choses-là. Et donc, au niveau des cours, au début, c'était très bien. Comme je te dis, 5, 6 cours par semaine, c'était bien.
Mais avec le temps, voilà, le frère il a commencé à voyager, il a été demandé autre part, il a fini imam, il me semble en Espagne, des fois il va en France, donc beaucoup moins de cours. Je me sentais pas, tu vois, cette chose-là, je commençais à avoir un manque. Je commençais à avoir un manque. Et mais j'avais toujours ce truc où dans ma tête j'étais encore en train de postuler à Médine. C'est-à-dire, j'avais envoyé un dossier une première fois. Ça s'était pas bien passé avec la personne avec laquelle j'étais passé. Je sais même pas si le dossier au final il avait été envoyé. Je suis passé par une autre et j'attendais encore les résultats. Et j'ai fait une rencontre et je pense que le frère il nous écoute là. Je pense que le frère Issa qui a déjà fait un témoignage avec toi et tout de conversion, je pense qu'il est là le frère Issa. Qu'Allah le récompense. Le frère Issa, moi comme j'étais dans cette situation où je voulais aller à Médine, bah voilà, j'ai discuté avec mon épouse, bah voilà, si jamais la réponse elle arrive, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, bon, bah on est là, il y a un petit peu d'argent, commence à aller mieux, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, bah, j'ai dit à ma femme, bah c'est sûr qu'au début, faudra que tu restes un peu ici, que moi je vais là-bas en attendant d'essayer de faire les démarches pour te ramener, etc. Et c'est compliqué, tu vois. Et c'est normal, tu vois. Je tire ma femme de sa famille avec qui elle est tous les jours en France. Je la ramène dans un endroit où il y a personne, à part des sœurs, etc. Mais c'est pas pareil. Là maintenant, je lui dis, bah en plus, peut-être que tu vas rester une certaine période toute seule, etc. Donc, tu vois, s'il y avait, ça commençait à être compliqué. Elle a fait preuve Et de là, dans ma courage. tête, ouais, là, c'est faisable, hein. C'est faisable. Plein de frères qui l'ont fait, mais personne ne va te dire que c'était facile. Que ce soit pour l'épouse ou pour l'homme. Et j'apprends qu'il y a un frère qui a étudié à la Jamia, donc à l'Université islamique de Médine, qui est ressorti diplômé et qui est à Berkane. Et moi, quand je vois ça, je me dis, bah, si c'est pas une personne qu'Allah Azza wa Jal, il a mis sur ton chemin, je sais pas ce que c'est. Et donc, le frère, je le contacte, le frère Issa, le frère Issa, comme on le connaît, très chaleureux, il t'accueille, il parle avec toi, Allahumma barik. Il est très sociable, il aime beaucoup aider les gens, tu vois, même des fois peut-être même à son propre détriment. Donc je le rencontre, je parle avec D'accord. lui, il me conseille par rapport à la hijra, etc., par rapport à Médine, etc. Il m'explique que c'est en effet très compliqué parce que lui, il a fait, notamment cette chose-là d'avoir l'épouse en France, d'essayer de la ramener, etc. Et c'est très compliqué. Et, euh, et au final, ça se fait pas. Je vais essayer de raccourcir un peu parce que sinon, ça va être trop long, ça va être lourd. Au final, ça se fait pas. J'ai toujours pas eu la réponse. Le mois où je suis censé avoir la réponse, la liste, elle sort, je suis pas dedans. Entre deux, comme je veux pas perdre mon temps, le frère Issa, comme je sais qu'il est diplômé, et ben, j'essaye de le fréquenter beaucoup plus et de faire en sorte que, ben, si on peut faire des cours ensemble et tout, moi, ça m'arrange parce que voilà, j'ai pas envie de perdre ce lien-là. Et qu'Allah le récompense. On a fait des heures et des heures et des heures et des heures sans jamais s'arrêter, sans même qu'il ait pris un seul euro. Alors que moi, j'étais pas forcément d'accord. Sans même qu'il ait pris un seul euro, je te dis des fois, ça pouvait être 4, 5 heures par jour. Et donc, après, on s'est plus lâché. Jusqu'au jour où on s'est dit, bah voilà, c'est bien, on fait à deux, mais c'est pas encore ce qu'on appelle l'étude de la science. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme je t'ai dit au début, moi, quand j'étais en France, et c'est un peu ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de personnes. Et peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais moi, en étant sur place, je peux dire le contraire. C'est qu'en fait, on se dit, au Maroc, il y a rien. Comme je t'ai dit, pour moi, c'était des soufis, ash'ari, euh, entre guillemets, c'est hautain, hein. J'ai rien à apprendre d'eux. Je vais pas aller apprendre avec eux. Donc, certes, c'est vrai que la religion d'État, la croyance d'État, c'est celle-ci. C'est la croyance ash'arira. C'est vrai que, donc, ils suivent le madhab de l'imam Malik, sans suivre sa croyance, et sans suivre son minhaj. Ça, c'est ce qui est connu dans l'État. Mais en vérité, ce qui se passe dans le pays, ça n'a rien à voir. Donc, tu as ces coins-là, tu as des zaouïas, tu as des centres, où, voilà, soufis, etc., etc. Mais en vérité, les Marocains, ils connaissent la sunna. Dans certaines villes, elle est enseignée et elle est aimée. Et avec le frère Issa, on essaie à ce moment-là, de faire parler un peu nos réseaux. Plus lui que moi, parce que moi, bon, lui, il avait étudié pas mal de gens, notamment des Marocains, donc il a commencé à essayer on cherchait à droite à gauche, on a vu quelques pistes pour quelques villes, où il y avait des gens qui avaient un réel bagage religieux, des gens de science, et, euh, et on avait quelques pistes, jusqu'à ce qu'on a une piste où, à Meknes, qu'un Merkez, qui allait ouvrir, qui n'était pas encore ouvert, qui accueillait des étudiants du Maroc entier, où on n'y enseignait pas le Coran parce que le charte, la condition pour rentrer, c'était d'avoir le Coran.
et où au final la croyance qui était enseignée, c'était la croyance des salafs, la croyance que nous on connaît. Le minhaj qui était enseigné, c'était le minhaj des salafs, sans extrémisme, sans laxisme. Et nous, quand on a vu ça, ben, en plus, je suis avec le frère Issa. Le frère Issa, il a côtoyé énormément de savants. Il est resté, je pense, 7-8 ans en Arabie. Il en a côtoyé énormément. Certains en public, comme Cheikh Abdelrazak, Cheikh Rouhaili ou d'autres. Certains même en khas. Donc lui, forcément, après, quand on va faire du repérage avec lui sur la ville de Meknes, il sait repérer ces choses-là. Et moi-même, je les ai sentis. Et lui, après, il a vraiment été en profondeur. On est parti voir sur place. On a fait un deuxième repérage. C'était notre deuxième hijra. Et voilà, on a cherché à comprendre bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y enseigne, c'est quoi le minhaj vraiment réellement. C'est toujours important. Bien sûr, bien sûr. Tu vas pas apprendre ta religion avec n'importe qui. Et en plus, moi, encore pire à mon niveau, où j'ai pas du tout la capacité de me dire non, bah je vais étudier avec lui, mais même si ça après elle est pas bonne, non, mais je vais étudier que le fiqh. Je suis pas du tout, c'est pas possible, tu vois. Donc il faut que la chose elle soit claire, carrée, et qu'elle remplisse les conditions nécessaires. Et je me suis pris une claque. Si j'ai la vérité, je me suis pris une claque parce que je faisais partie des frères qui disaient qu'il y avait rien au Maroc. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais partie des frères qui disent l'inverse. Parfois, où beaucoup de personnes sont pas d'accord. J'ai déjà eu des discussions où les gens sont pas d'accord. Moi, je l'ai vu, je l'ai senti. Et là, on s'assoit avec eux. Et c'est une étude religieuse comme les salafs la faisaient, où t'es posé, t'apprends ton maître par cœur, tu fais le charh, les moutounes qui sont enseignés. On a des moutounes de contemporains, Cheikh Al-Ousaymi, Cheikh Abdallah Al-Fawzan, Cheikh Abdel Muslim Al-Abbad, dans Charh de Arba'in Nawawiya, dans les 40 Nawawi. C'est des moutounes connus, des moutounes par lesquels les étudiants débutants y passent. Voilà, donc en fait, on voit cette chose-là. On nous dit un nouveau markaz, il va ouvrir pour les débutants, il n'est pas encore ouvert. On se dit, ben, moi, ça y est, là, j'ai combiné les deux. Ça, alhamdoulilah, au niveau du risque, mensuellement, je sais qu'il y a une rentrée d'argent. Et maintenant, au niveau du din, je sais qu'il y a quelque chose. Et en plus, la ni'ma de travailler sur Internet, c'est que peu importe les cours, c'est le matin, l'après-midi, le soir, moi, je peux m'adapter. Si c'est le soir, bah, je travaille le matin. Si c'est le matin, bah, je travaille le soir. Et les métiers du web, c'est une opportunité tout qu'il faut saisir pour Voilà, les c'est ce personnes que qui j'allais veulent. dire. Le métier du web, Ouais, on ne dira si jamais on, assez. si on veut retenir quelque chose pour le risque, le métier du web, c'est Ouais. n'importe quoi. Et les gens, ils ont peur parce qu'ils disent, ouais, c'est de l'arnaque. Récemment, je parlais avec mon petit frère, il me disait, ouais, mais si c'est aussi facile, pourquoi tout le monde le fait pas? Bah, parce que les gens, ils y croient pas. Et parce qu'il y a aussi il y a eu des abus, il faut dire la vérité. Il y a eu des abus, des personnes qui ont vendu des formations ou qui ont essayé de donner des enseignements où ils n'avaient pas forcément les compétences. Mais il y a beaucoup d'argent sur Internet et ne prendre ne serait-ce que 0,001% pour ne serait-ce vivre tranquillement au Maroc, c'est largement faisable pour n'importe qui est prêt à se former, à passer du temps, à essayer de prendre son expérience, à faire des efforts. C'est toujours pareil. Les choses, elles viennent pas du jour au lendemain. Donc vraiment, 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 les métiers du web, c'est la meilleure chose qu'une personne elle peut faire. Déjà à la base pour un musulman, parce que même si tu vis en France, vu que tu travailles chez toi, tu n'as plus ces restrictions-là en termes de prière. Si tu veux travailler chez quelqu'un ou tu travailles à l'usine, c'est plus compliqué. Et si tu veux voyager, partir dans un pays musulman, bah, tu peux espérer avoir des revenus corrects dans un pays où le SMIC il est à 400 € par mois. Ouais, Et encore, il est même moins élevé au Maroc. Il est moins que ça, effectivement. Il est moins élevé. justement, par rapport à ça, je pense pas qu'on va rester encore longtemps pour pas trop au truc. Est-ce que justement, par rapport à ça, tu peux nous dire un peu des comparatifs de prix, tu vois? On va dire des produits Ouais. de nécessité qu'on connaît tous par rapport à la France, par rapport au Maroc, tu vois? Des trucs qui seraient importants pour celui qui viendrait pas, bon, le Nutella, on s'en fout, tu vois? Le prix du Il est Nutella, très cher. Très, très cher. mais je sais pas, moi, le gaz, un loyer, tu vois, Ouais. l'électricité, comment ça se passe, Internet aussi, tu vois, est-ce que tu as des bonnes connexions, est-ce que tu as toutes ces choses-là, tu vois. Ça rentre un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que il n'y a pas une somme, par exemple, que tu dois ramener avec toi, définie, qui est valable pour tout le monde. Ça varie en fonction des gens. Je vais essayer de donner une tranche large, parce que, bah, déjà, par rapport au loyer, j'ai déménagé 6 ou 7 fois. Alhamdoulilah, je pense qu'au niveau des loyers et tout, je suis un peu rodé par rapport à ça. Généralement, ça, en fonction de là où tu es situé dans la ville et quelque chose qui est plus ou moins correct, tu tournes entre 1500 dirhams et un peu plus de 2000 dirhams, c'est-à-dire entre 150 € et 200 € à peu près.
Si ce type de loyer-là au Maroc, tu peux avoir quelque chose de correct. Tout dépend de l'endroit, tout dépend où tu es Quel situé. genre de logement? Moi là, pour donner une ordre d'idée, j'ai commencé à Berken. Mon premier logement, c'était 1500 dirhams par mois, donc un peu moins de 150 euros. J'avais, je pense, 70 mètres carrés, ce qui est énorme. J'avais une cuisine immense, 2 chambres, un salon. C'est Mais comme déjà je te dis, très j'étais bien. un peu en recul, mais j'étais quand même dans la ville. Là, bon, j'en ai fait plusieurs après, pour te dire le dernier, là où dans lequel je suis maintenant, je paye 2200 dirhams par mois, c'est-à-dire plus ou moins 200 euros. Mais c'est les nouveaux appartements, c'est-à-dire que tu vois, t'as pas le carrelage sur les murs, c'est vraiment quelque chose de propre. Ah, Je suis dans un beau alhamdoulilah. quartier. Le fameux carrelage. Le carrelage sur les murs, psychologiquement, Ah, c'est il nous hante ce carrelage, c'est abusé, subhanallah. il y a deux choses, le carrelage sur les murs et le carrelage harlequin par terre. Celui-là, il fait mal Ah, aussi. مرحبا بكم في بلادكم. Tu sens la douleur dans la voix du frère par rapport au carrelage. Et donc, Pour ici, combien de voilà, mètres trois carrés? chambres. Combien de mètres carrés à peu près? Je saurais pas te dire, je pense que je suis à peu près à 70, pareil. Tu vois, quand même, t'as 3 chambres, j'ai 2 salons, une salle de bain qui Ouais, est c'est propre, mais c'est plus. c'est un bon standing. C'est plus dans un standing marocain où j'ai été, par exemple, avant celui-là, dans la ville de Meknès, j'ai ménagé 2, 3 fois. Avant celui-là, c'était compliqué, il y avait des cafards, il y avait des fourmis, c'était un logement qui était plus vieux. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que en plus, il y avait pas beaucoup de lumière. Ouais. Donc, mais c'est surtout voilà, c'était pas, pour moi, il y avait un petit problème d'insalubrité. C'était pas non plus horrible, mais c'était un petit problème d'insalubrité et ça me plaisait pas, tu vois. Donc, j'ai trouvé autre chose. En plus, j'avais que 2 chambres. Et comme là, j'ai 2 enfants et qu'Inch'Allah, on en attend un troisième, forcément, 3 chambres, c'est plus approprié. Donc là, voilà, 3 chambres. À peu près, voilà, 60, 70, si je dis pas de bêtises, dans Comme un quartier gaz, électricité. récent. Ouais. C'est compris dans ça, dans le loyer ou non, c'est à Non. part? Euh, Eau, c'est pas cher du tout. Tu tournes entre 15 et 30 dirhams par mois. Donc franchement, c'est 3 euros. Non, c'est rien du tout, tu vois. C'est rien du tout. L'électricité, elle a augmenté. L'eau aussi, elle a augmenté un petit peu. L'électricité, elle a augmenté. Avant, j'étais à peu près entre 250 dirhams et 350, donc entre 25 et 35 euros. Là, ça a Ah, quand augmenté un même. petit peu. Machallah. Là, un peu plus en ce moment. Après, voilà, ça dépend. Moi, j'ai un chauffe-eau électrique. Voilà, c'est Ah, quelque voilà, chose c'est qui pour ça. Ouais, Ok. ok. Le chauffe-eau électrique au Maroc, il fait mal aussi. T'as pas les couvertures tigres et trucs comme Je ça. les ai aussi. Je les ai aussi, celles-là. Je les ai aussi. Et voilà, l'électricité, ouais, l'électricité, c'est un peu plus cher. Mais pareil, ça dépend des endroits aussi, ça dépend des villes. Donc, moi, ce que je vais dire là, c'est pas forcément représentatif d'une personne qui va peut-être habiter dans le sud du Maroc, où elle va avoir des prix qui sont beaucoup plus bas. Moi, je parle de la ville de Meknès, qui est une ville, plus ou moins mutawassita, c'est-à-dire c'est ni une grande mégalopole, ni une petite ville. Elle se situe un peu entre les deux. Donc voilà au niveau de l'électricité. Au niveau du gaz, bah voilà, il n'y a pas de chauffage de ville, il n'y a pas de gaz de ville au Maroc. Donc ce qui fait que quand on est dans des périodes comme celle-ci où il fait à peu près voilà un peu moins de 10 degrés la journée, où il fait frais dans les maisons, j'ai un chauffage où je branche une bouteille de gaz dessus. Et voilà, comme mon appartement il est bien aéré, je peux me Ouais, permettre d'avoir ce matériel-là. trop bien. Et voilà, ça coûte à peu près une centaine d'euros neuf. Mais bon, tu le gardes des années, quand il fait froid, tu es bien content de l'avoir. Comme là, à l'heure actuelle, là, je suis bien content de l'avoir. Et la bouteille de gaz, ça coûte à la recharger, c'est 40 dirhams, donc c'est 4 euros. Genre, même si t'en utilises une par semaine quand il fait vraiment froid, voilà, on parle de 4 euros. Même si, moi, je parle plus en euros, parce que 40 dirhams, on fait pas pareil. Avec 40 dirhams au Maroc, on fait beaucoup plus qu'avec 4 euros en France. Hmm. Mais comme les gens qui nous écoutent, généralement, ils sont en France, c'est pour essayer de donner un peu un ordre d'idée. Et alimentation, toi, Alors, tu fais il faut comment? faire attention. Ah, faut- Ouais, dis-nous, vas-y, dis-nous. Alors, il faut faire attention justement à cet ordre d'idée parce qu'en réalité, c'est un ordre d'idée qui est faussé. Euh, il vaudrait, enfin, c'est plus difficile aussi de faire comprendre ça aux gens, mais si on leur dit toujours 40 euros, 40 dirhams égale 4 euros, quoi que ce soit, qui a beaucoup perdu des gens, comme on disait précédemment, qui sont venus avec beaucoup d'argent, par exemple, c'est justement de ne pas arriver à se formater au pouvoir d'achat du bled, je dirais pas que le Maroc, hein, mais du pays dans lequel on se trouve, et justement de se dire, oh, bon, ça va, 40 dirhams, non, ça c'est que 4 euros, oh, ça c'est que 10 euros, oh, et ça va Voilà. très, 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 très vite. Donc, ce à quoi, si je puis me
permettre de conseiller avant même que vous partiez et surtout dès que vous arrivez, c'est vraiment à vous forcer à bien comprendre quel est le pouvoir d'achat de la monnaie que vous avez entre les mains. Comme l'a dit notre frère, 40 dirhams, on fait des choses avec 40 dirhams. C'est pas 4 euros. Donc c'est très très important ça, subhanallah. Il y a beaucoup de hijra aussi qui se sont cassés la figure à cause de ça. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que l'argent, il part vite au Maroc. Si on Très fait pas très très. attention, si on fait pas attention, il part très, très vite. Mm, Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'alimentation, déjà l'alimentation, mon palais a revisité des goûts que j'avais oubliés depuis longtemps. Ah ouais. Et En même France, redécouvert. ah, subhanallah. Les fruits et les légumes, au Maroc, C'est un truc de fou. C'est un truc. extraordinaire. Et en fait, je me rends compte quand je reviens en France, de temps en temps pour visiter la À quel point famille, c'est fade. c'est de l'eau. Les fruits, les légumes, c'est de C'est de l'eau. En l'eau. fait, ça a le goût de l'eau. Ça n'a C'est pas de fade. goût, subhanallah. Alors que je suis en train de te dégoûter un petit peu, c'est pas bien. Non, on est en train de te pousser à venir, justement, au Ah, contraire. Inch'Allah. Et- Mashallah. mais voilà, quand tu prends une clémentine, une orange, c'est comme c'est plus sucré qu'un bonbon. Et c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Je sais pas si ça parle aux gens, un kaba, c'est les gros sacs, un peu pas en carton, mais En toile, assez, comme ça. ouais, en Les en sacs plastique assez dur. réutilisables. Voilà, Voilà, les gros sacs réutilisables. réutilisables qu'on peut avoir en France. Euh, Si tu vas aux fruits et légumes au Maroc, que tu en charges deux, donc s'il y a beaucoup, tu en charges deux, tu vas payer à peu près une vingtaine d'euros, mais Mhm. bien chargé. Et deux sacs comme ça, bah, tu fais, après tout dépend de comment tu consommes à la maison, mais c'est une grosse quantité. C'est une grosse quantité. Donc c'est vraiment pas cher. Tout ce qui est consommation au Maroc, c'est pas cher. C'est pas cher. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Et est-ce que tu aurais, Inch'Allah, un dernier conseil, Inch'Allah, qu'on puisse, Tawhid, tawhid, tawhid. Voilà, ouais, barakallahu c'est fik, ça. j'allais revenir exactement à cette chose-là. On parle de salaire, on parle d'essayer de faire entrer de l'argent mensuellement, on parle de coût du loyer, on parle de ceci et de cela, mais on va revenir au fond, à la chose fondamentale. C'est ce qu'il a dit le frère, Tawhid. Comment toi, ta relation avec Allah Azza wa Jal, comment toi t'es avec Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu patientes quand Allah Azza wa Jal il t'envoie une épreuve, ou est-ce que tu es de ceux qui se précipitent et, et qui ratent l'épreuve, tout simplement? Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne qui va faire la hijra, elle va être éprouvée. Elle va être éprouvée, que ce soit dans son argent, ou il y en a c'est pas l'argent, il y en a c'est des problèmes familiaux, il y en a c'est autre chose. Donc la personne qui va aller faire sa hijra, elle va être éprouvée. Et comme je disais tout à l'heure, c'est normal, c'est logique. Dans le aql des gens, c'est logique. Comment C'est tu veux ça, espérer c'est ça, avoir? subhanallah. Subhanallah, je te coupe à Smahli. Mais ça, Oui, oui, pas de c'est souci. la même chose. C'est la même chose dans les conversions à l'islam, subhanallah. Quand on accompagne des convertis, des fois qui sont déjà accompagnés, en fait, ils leur ont tellement vendu, pas du rêve, puisque, alhamdoulilah, la conversion, Ouais. c'est magnifique. Mais ils leur ont tellement parlé que d'un côté de la conversion, ça va être super, tu vas avoir plein de frères, tu vas avoir des sœurs, tu auras une famille, tout, etc. Tu vas avoir que du bonheur. Dès qu'ils ont une petite épreuve, et ça, en réalité, tous les convertis, ils ont la même épreuve, c'est avec les parents. Avec Mm. les parents, dès qu'ils ont un petit peu d'épreuve, ben, la foi, comme elle est faible, elle est fébrile, la foi, dès qu'il y a une petite épreuve, ben, ça la casse et des fois, on a des retours en arrière, etc., etc., tu vois. Donc, en fait, c'est très important de dire que, voilà, la hijra, alhamdoulilah, vous aurez des épreuves et tout ça, mais est-ce que, en pesant le pour et le contre, il y a pas photo, en réalité, tu vois. Il y a pas photo, c'est pas, Moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Non seulement, ah, pardon. non, vas-y, vas-y. Non seulement en pesant le pour et le contre, mais aussi en hijra, si votre foi et votre confiance en Allah Azza wa Jal sont claires, subhanallah, les épreuves elles-mêmes vont avoir une autre saveur, subhanallah. C'est vrai. Vraiment une autre saveur. Subhanallah. C'est vraiment autre chose. Et d'ailleurs, une chose que je voulais dire, tout à l'heure quand notre frère me parlait justement de Tawhid, et de la hijra, pardon, de la récompense de cette adoration, nous contents d'être une des plus grandes adorations de notre religion, subhanallah, avec des récompenses qui sont monumentales. Il y a quelque chose que je rappelle souvent aux frères et aux sœurs. La hijra, pour moi, en tout cas, hein, ça n'engage que moi ce que je vais dire là, c'est comme le fait d'aller dans les deux villes saintes. Comme on dit, on est choisi par Allah, Allah je nous appelle et on a la possibilité de venir dans ces deux villes saintes. La hijra, c'est la même chose. Allah je vous appelle et il vous permet de faire la hijra. Et donc ensuite, derrière, il faut savoir s'en montrer digne.
Les récompenses qui vont derrière sont monumentales et il faut savoir se montrer digne. De la même façon, pour prendre ce que tu disais, Harry, qu'il faut savoir se montrer digne du cadeau qui nous est fait de l'islam en nous convertissant, subhanallah. Et la hijra derrière ce qu'elle va apporter, c'est comme la conversion, l'effacement de tout ce qui la précède, subhanallah. Subhanallah. Allah akbar. Ouais, subhanallah. Barakallah fik, akhi. Je crois, c'est la meilleure fin qu'on peut, Juste une petite chose. vas-y, Parce vas-y, que vas-y. peut-être que pour vraiment essayer de motiver ceux qui sont intéressés et tout, moi, j'ai peut-être pas assez parlé de ça, c'est que la vie au Maroc et la vie en France, peu importe celui qui a beaucoup de moyens ou celui qui en a moins, wallahi, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Et je vais être mesuré dans le sens où faut pas idéaliser non plus. C'est un pays musulman, on n'arrive pas au temps des Sahaba. Donc il y a des problèmes, il y a des problématiques au Maroc. Par exemple, tout ce qui est dès que tu vas rentrer dans des comment on peut traduire ça, dans des muamalat, dans des échanges avec les gens où il y a de l'argent dedans, par exemple, tu essaies de vendre un truc, acheter un truc, etc. Au Maroc, c'est très compliqué. Et il y a un souci. Comme le professeur Salim nous a dit, les deux choses par lesquelles sont prouvés ceux qui seront après, c'est l'argent et les femmes. Et malheureusement, il y a une partie, mais on en revient toujours au même. Ceux qui ont du din, ces choses-là, on les ressent pas. Chez les Marocains qui ont du din. Les Marocains, de manière générale, ils ont cette fitra-là et tout, d'être vraiment attirés par la religion. Quand ils vont voir quelqu'un qui porte la sunna, etc., ils aiment beaucoup ça. Euh, je voulais aussi motiver les gens par rapport par exemple, on a beaucoup de, il y a trois choses que les gens, en fait, quand on veut partir, il y a des gens, soit ils disent des choses sur le Maroc qui sont dépassées, qui n'existent plus, parce que le pays il a évolué et eux, ben, comme ils habitent en France, ils n'ont pas vu le pays évoluer. Il y a des choses qui sont vraies mais qui sont exagérées. Et il y a des choses auxquelles ils sont pas du tout au courant. Tu vois. Notamment, c'est surtout les anciens et tout qui essaient de dire non, mais au Maroc il y a ça. Non, mais la tante Khadija elle est morte à l'hôpital. Non, mais lui il a fait ça et l'État il a dû donner 2000 dirhams à un policier parce que sinon le policier voulait pas lui faire signer son papier. Tu vois, les choses de par exemple la corruption, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Moi, j'ai rencontré entre une cinquantaine et une centaine de policiers parce que, alhamdoulilah, je suis parti dans beaucoup d'endroits au Maroc. Et au Maroc, il y a beaucoup de barrages. J'ai rencontré une fois un policier qui était un peu louche. Le reste, c'est-à-dire la cinquantaine ou presque la centaine d'autres policiers que j'ai rencontrés, il y en a devant moi, ils ont eu des larmes aux yeux. Il y en a devant moi, ils ont eu des frissons quand ils voyaient mon passeport où il était écrit Thomas. Il me dit, mais t'es converti? Ouais. Il y en a, ils avaient des larmes. Il y en a, ils frissonnaient. Le peuple marocain, il est comme ça. Et il y a un grand frère là-bas. Donc en fait, au Maroc, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais si on doit comparer ça avec ce qu'on trouve en France, voilà, il n'y a pas photo. C'est vrai qu'il y a du mauvais au Maroc. Personne ne va dire que le Maroc, c'est un pays parfait. Et même celui qui va vivre en Arabie Saoudite, il va aussi avoir des difficultés à certains... Ah oui. à N'idéalisez aucune terre d'islam. Il n'y en a pas de partout. Exactement. Par contre, la vie, une fois qu'on vit au Maroc, ou dans n'importe quel pays musulman, la vie, elle n'a rien à voir. Ta prière, tu penses plus dans le sens où moi, je suis sorti en famille, je suis parti au zoo de Rabat, justement, qui est un zoo extraordinaire. Donc, on est dans un pays musulman. Il y a des infrastructures extraordinaires. Je veux prier. Il y a une salle de prière. Il y a une mosquée. Je vais dans un complexe pour mes enfants pour qu'ils vont jouer dehors dans les jeux. Il y a une mosquée qui est construite dedans. Tu prends ton jus, il y a l'adhan, tu marches 20 mètres, il y a une mosquée qui est construite dedans. Il y a des mosquées partout. Tu penses plus à ça. Ton épouse, partout. exactement, ton épouse, elle s'habille comme elle veut. Et au contraire, moi, des fois, soit je discute avec des policiers ou quand j'arrive à un barrage, le policier, quand il me parle qu'il voit ma femme à côté qui a le CITAB, il tourne sa tête. C'est quel genre de comportement ça? On retrouve ce comportement-là en France. Où le CITAB, il est interdit. Les enfants. Et je finirai juste sur ça parce que ça va, pour moi, c'est un gros point aussi. L'éducation des enfants. Au Maroc, elle n'est pas perdue. On a tendance à croire que non, si on vient au Maroc, c'est que l'éducation. On ne peut que faire les cours sur Internet. Il n'y a rien au Maroc. Non, ce qu'il faut savoir au Maroc, c'est qu'il y a des enseignements privés. Pas forcément des enseignements privés, parce qu'il y en a aussi qui ressemblent beaucoup aux enseignements français. Moi, je parle pas de cela. Au Maroc, il y a trois types d'enseignements. Il y a l'école générale, de manière générale, le collège, etc. C'est compliqué, c'est comme en France, c'est les mêmes mentalités. Il y a le ta'lim asil. Donc là, il y a un peu de Qur'an en même temps que le cursus normal pour arriver au baccalauréat. Et il y a ce qu'on appelle le ta'lim atiq. Donc certes, dans ce niveau-là d'éducation, c'est des écoles privées, on va trouver des choses à dire. Mais
mettre son enfant dans ça. Dans tous les cas, dans n'importe quelle école dans laquelle on va mettre son enfant, on va devoir le suivre. Ils ont les écoles pour enfants, elles sont extraordinaires. Si ton enfant il suit le cursus du début, à 12 ans, normalement, il est censé finir le Coran. À 4 ans, il lit dans n'importe quel mushaf, dans n'importe quelle écriture. Il apprend des doigts, il apprend des moutounes. Et en même temps, il fait aussi son cursus mondain pour arriver jusqu'au baccalauréat. Et ça, c'est des choses que des fois, on n'entend pas assez. Il y a beaucoup de points qu'on entend comme des points négatifs au Maroc, alors qu'en fait, c'est pas un point négatif. Au contraire, c'est un point positif. Moi, ce que ma fille fait à l'école aujourd'hui, parce que je l'ai mis dans cet enseignement-là, alhamdoulilah, mais c'est extraordinaire. Elle vient même des fois avec des choses des doigts que même moi, je connais pas. Et ma prof, elle m'a fait ça. Il y a une garderie à côté de chez moi où je mets mon fils parce qu'il est encore plus petit. La directrice, elle a le sitar. C'est une étudiante en sciences religieuses sur la sunna. Et c'est elle la directrice de la garderie de mon enfant. Machin. Qui trouve ça en France? Donc voilà, en fait, le mot de la fin, c'est vrai, il y a du bien, c'est vrai, il y a du mal. Mais incomparable avec la France. C'est incomparable, c'est incomparable. Vouloir comparer les deux, c'est une offense. Clairement, c'est une offense parce que ça n'a rien à voir. La vie n'a rien à voir. Et pour nous aussi, pour nous les hommes aussi. Certes, les hommes, nous, on est un peu plus forts, etc. On pourrait croire qu'en France, on est moins touchés. Même pour nous. Tu sors, tu t'habilles comme tu veux. Tu veux prier sur le trottoir, va prier sur le trottoir. Peut-être même le policier, l'ambulancier ou le boulanger, il va te voir, il va venir prier avec toi. Pour les infrastructures qui sont mises en place pour apprendre la science religieuse sur la sunna, il y en a. Et des infrastructures qu'on trouve pas en France. Les mosquées, elles sont ouvertes. Et subhanallah, c'est incomparable. Donc je voulais finir sur ça parce que je pense que j'avais pas assez appuyé sur cette chose-là et tout pour vraiment que les gens ils comprennent que voilà, de une, ils seront éprouvés, de deux, c'est vrai qu'il y a du bien, il y a du mal dans ces pays-là, mais au final, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et alors d'aujourd'hui, subhanallah, au début quand je rentre en France, ça me faisait pas ça. Maintenant, avec les années, quand je rentre en France, je suis pas bien, j'arrive pas à manger, je suis en manque de repères. En France. Insupportable, je suis en manque de repères. Je suis en manque de repères, je suis pas bien. J'ai pas envie de sortir. Mais c'est aussi ça qui vous fortifie dans, comment dire, dans le fait de savoir que vous êtes bien parti en hijab, que vous avez bien placé votre intention vis-à-vis d'Allah. Je dirais que c'est un indicateur. Si tu te sens vraiment pas bien quand tu reviens en terre de coufre, et qu'Allah d'ailleurs te préserve de revenir en terre de coufre, tu sais que t'es bien parti en hijab. Subhanallah. Alhamdulillah. Ah ouais. Barakallahu fikum, en tout cas. Barakallahu Désolé, fikum. hein. T'es peut-être Non, pas de problème. un peu long. Mais j'ai pas envie c'est pas souvent qu'on a ces occasions-là, Ouais, personnellement moi, et j'ai pas envie d'omettre des choses qui sont importantes ou de dire des choses qui vont être mal comprises. en tout cas, alhamdulillah, de toute façon, il y a le frère Ouais, Hijra qui très- laisse le compte. Je vous invite vraiment à aller aussi vous abonner chez le frère parce que, alhamdulillah, très professionnel, masha'Allah. Allahumma barik. Allahumma barik. Alhamdulillah, il y a du khair, même pour la préparation, alhamdulillah. Barakallahu fikum, en tout cas, les frères. Barakallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم يا اخوان السلام عليكم حفظكم. السلام عليكم. إن الدين عند الله الإسلام